Depuis l'été 2021, j'ai décidé de vous proposer des rediffusions d'anciens épisodes de Génération Do It Yourself à certaines périodes de l'année. Voilà, ça veut pas dire qu'on va pas faire de nouveaux épisodes, on va pas en sauter du tout, c'est juste pour vous éviter de remonter dans les anciens épisodes, vous ressortir les pépites. J'espère qu'ils vous plairont, écoutez-les, partagez-les, surtout vos partages sont vraiment un cadeau que vous me faites à chaque fois et je vous remercie 1000 fois, c'est très important pour nous, n'hésitez pas à nous faire vos retours, je vous embrasse et vous souhaite une bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Sébastien Kopp, le fondateur de Veja. Bonjour Sébastien. Salut Mathieu. Je peux te laisser te présenter ? Oui, donc Sébastien Kopp, papa de 2 enfants, 2 petits garçons, beau papa de 2 autres grands garçons, amoureux d'une femme extraordinaire, cofondateur de Veja, qu'on a monté à 2 avec mon meilleur ami qui s'appelle Guylain. Donc on a lancé Veja il y a 12 ans et d'une aventure un peu rocambolesque, c'est devenu une entreprise pour le meilleur et pour le pire. Et voilà, on est à 2 dans cette aventure depuis le début. On a monté une équipe extraordinaire. On crée des baskets qui respectent à la fois l'homme et l'environnement au Brésil. Tout le monde nous disait que c'était un peu une utopie au départ, et c'est devenu très réel et ça fonctionne super bien. Alors on va détailler tout ça. C'est ce qui est intéressant dans la manière dont tu te présentes, et c'est pour ça que j'aime bien que mes invités se présentent par eux-mêmes au début. C'est que c'est l'ordre des choses et le perso qui te définit potentiellement avant le pro. On pourra reparler aussi un peu de tout ça, mais c'est très bien. Veja, c'est une aventure qui a commencé il y a un bout de temps, mais qui, je crois, a commencé avant, dans une relation que tu as eue avec ton associé. Comment ça s'est passé le début de Veja? Tu peux me raconter un peu? Vous vous êtes rencontrés à l'école, non? Guylain, c'est quelqu'un d'extraordinaire et je le dis parce que je peux le dire aujourd'hui, je crois, parce qu'on se connaît depuis 24 ans. On a grandi ensemble, on est meilleurs amis, on se connaît depuis qu'on a 14 ans et on a fait nos études ensemble, on était dans le même lycée. Ensuite, moi je suis parti à la fac, lui est parti en école de commerce, on s'est pas quittés, on a monté des projets pendant nos études supérieures, on a monté un magazine, on a créé plein de choses et on s'est retrouvés tous les deux à 23 ans, 24 ans, on s'est retrouvés tous les deux banquiers d'affaires aux États-Unis. Et on se voyait tous les week-ends. Moi, j'étais à Washington, chez Morgan Stanley. Lui était à Société Générale, à New York. Et c'était je pense, le pic, l'avènement de la finance et d'Internet. C'était post 2001, c'était juste après le 11 septembre. Et c'est vrai qu'on s'est très vite rendu compte, au bout de 6 mois, 6-8 mois, qu'on n'avait pas envie de devenir notre N+1. On se disait, voilà, on n'a pas envie de certes gagner beaucoup d'argent, mais en sacrifiant nos vies, notre esprit, un peu notre intelligence quand même, à être le petit maillon d'une chaîne qui ne va nulle part. Alors, quand on discutait de ça avec nos copains à l'époque, tout le monde souriait un peu, et puis c'est vrai qu'il y a eu un événement en 2008 avec la crise des subprimes et la chute de Lehman Brothers qui aurait pu entraîner dans sa chute plusieurs autres banques. Là, c'était un peu la fin de cette ère un peu folle de la finance qui n'allait nulle part. C'était de l'argent pour de l'argent. Il y avait aucun sens à ce qu'on faisait. Et donc on s'est dit, on n'a pas envie de devenir ça, on n'a pas envie de devenir ce type de personne-là. On a envie de on s'intéressait beaucoup à autre chose. Quand on était à la fac, on lisait beaucoup les auteurs altermondialistes. On était très intéressé par l'économie du développement. On lisait beaucoup là-dessus et on a créé un projet sur le développement durable, terme qui était très nouveau et très barbare à l'époque.
Le développement durable, qu'est-ce que c'est? C'est 3 piliers, l'économie, le social et l'environnemental qui sont liés les uns aux autres et dans lesquels l'un n'a pas plus d'importance que l'autre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur la planète. L'économie domine tout, l'économie domine même la politique aujourd'hui. Et du coup, on s'est dit, il y a les entreprises, les organisations internationales, les ONG parlent de plus en plus de ça. C'est un sujet qui nous intéresse. On va aller challenger quelques grosses boîtes françaises en leur disant, voilà, on parle plusieurs langues, on a fait de bonnes études, on s'intéresse à ce que vous faites sur le terrain et on aimerait bien aller voir. Et pour ça... Et quand vous avez fait ça, ce projet, vous aviez déjà quitté vos postes, on a commencé à créer le projet alors qu'on était en poste. Quand on a vu que ça prenait, on a lâché notre job et on est parti faire ça à 100%. Et celle-là, vous étiez tous les deux aux États-Unis ou dans la même ville ou... Ouais. Non, moi j'étais à Washington et Guylain à New York. À New York, d'accord. Et du coup, on commence ce projet c'était une association et on demandait aux grosses entreprises qui étaient Lafarge, PPR, Carrefour, EDF. On allait les voir, on leur disait voilà, vous parlez de vos projets en Chine, en Afrique du Sud, au Brésil, au Vietnam, ce que vous faites pour l'écologie, ce que vous faites pour l'environnement, ce que vos projets à impact social positif. Vous en parlez bien sur papier glacé. Nous, on veut aller voir ces projets et créer une matrice qui analyse la relation tripartite entre population locale, entreprise et ONG. Et l'idée, c'était de leur dire, vous en parlez bien, mais nous, on veut vérifier si c'est vraiment vrai, un peu, ou... On veut vérifier et améliorer, parce que ça nous intéresse et parce qu'on pense que c'est l'avenir. De ne se focaliser que sur l'économique, c'est déjà très 20e siècle comme façon de penser. Nous, on pense que l'un n'ira pas sans l'autre dans l'avenir. Et que une entreprise qui fonctionnera dans 10 ans, dans 20 ans, ça sera une entreprise qui saura allier ces trois pôles et qui aura un impact positif sur la planète, qui aura un impact positif socialement, etc. C'était une utopie, c'était une théorie, mais c'est ce qui nous intéressait. Et c'est vrai, pour ne rien cacher, c'était aussi très égoïste de notre part parce que on voyait que les projets étaient, par exemple, EDF avait des projets de centrales nucléaires et de centrales thermiques en plein milieu de la Chine. C'était des voyages assez fous. Ouais. C'est-à-dire qu'on se retrouvait dans les centrales thermiques et nucléaires en plein milieu de la Chine, dans des endroits où on ne va pas. Et nous, on adorait voyager comme ça, voyager avec un but. Donc, on a réussi à convaincre ces entreprises, réussi à voyager pendant 1 an et demi. Un peu partout dans le monde et travailler pendant cette année et demie. On n'était pas payés, on était défrayés par les entreprises qui trouvaient drôle le fait qu'on fasse une mission d'1 an en facturant 5 000 €. Ils trouvaient ça et ils disaient c'est vraiment, ça coûte rien. Tu mutualisais avec toutes les entreprises. Exactement. Ouais. Okay. Mais on était défrayés, on n'était même pas payés. Et c'est vrai que ce projet-là a créé chez nous quelque chose, c'est-à-dire qu'on a passé 1 an et demi sur le terrain. Ensemble, sans nous lâcher du tout, 24 heures sur 24. Et on a analysé les projets des grosses boîtes qui, je te cache rien, étaient quand même un peu déceptifs. C'est-à-dire que, bon, il y avait quand même les paroles l'emportaient sur l'action et parfois c'était très limite. Il y a eu sur les 70 projets qu'on a visités, il y en avait 20% qui tenaient debout. Le reste était un peu pas greenwashing puisqu'ils nous ont ouvert les portes, mais un peu limite. Sachant que t'avais quand même une sorte de non-disclosure agreement, enfin un contrat de confidentialité. Tout ce que tu voyais, ce que tu trouvais, ça devait rester entre vous. Tu pouvais pas le ressortir ailleurs. Pas trop. C'était pour eux, je pense que c'était pas des sujets. Le monde a changé depuis. C'était pas des sujets touchy économiquement, donc. Non, on avait si, il y avait peut-être 1 ou 2, on avait des non-disclosure agreements. Mais il n'y avait pas de scandale à révéler non plus. D'accord. C'était le différentiel, c'est quand tu dis que tu as un impact positif et qu'en vrai, il n'y a pas grand-chose sur le terrain. Bon, est-ce que ça fait scandale? Non. Mais est-ce que ça a du sens? Non plus. Donc, du coup, là-dessus, pour reprendre un peu la chronologie, vous finissez vos études en quelle année? En 2000, 2001. 2000, 2001. On bosse en 2002 et en 2003.
on commence le projet de consulting pour ces grosses boîtes, mais qui est du consulting un peu new age, dans le sens où on voyage, on dort dans des hôtels pas chers, on a 25 ans à l'époque, et on prend le monde dans la figure, on prend la mondialisation dans la figure, c'est-à-dire qu'on voit des choses incroyables. Par exemple, PPR nous mandate pour aller auditer des usines de textiles en Chine, et c'est vrai que c'est la première pierre de Veja, elle arrive ce jour-là. Quand on visite des usines en Chine, on se rend compte que la mondialisation a buggé, que ces gens-là qui n'ont pas l'air heureux, qui bossent entre 12 et 14 heures par jour, sans week-end, qui vivent dans des conditions terribles, fabriquent les produits qu'on porte tous les jours. D'accord. Et on se dit, si les consommateurs voyaient ça, est-ce qu'ils consommeraient de la même façon? Ou est-ce que il y a pas quelque chose qui cloche aujourd'hui, dans le fait de faire beaucoup de publicité pour ces grandes marques, et que le réel soit complètement décorrélé du monde merveilleux qu'on veut bien nous vendre, que le marketing global veut bien nous vendre. Et ça a validé un truc que vous pensiez exister, ou vous avez pris une grosse claque dans la gueule, genre c'était bien au-delà de... je veux dire, quand tu vas visiter, t'as probablement cette image d'une usine en Chine dont tu parles là. Est-ce que c'est genre un truc où tu t'es dit waouh, où tu te disais En fait, c'est notre surprise, elle est dans la différence du fait d'avoir conscience de la chose et de le voir réellement. Cette différence-là, c'est notre surprise. Et en fait, on sait que il y a beaucoup de biens de production, que ça soit les smartphones, je citerai pas les marques, que ça soit les baskets, ou que ça soit les vêtements qui sont fabriqués dans des conditions pas terribles, on le sait. Aujourd'hui, c'est connu. Mais avoir conscience de ça et le voir, ce différentiel, c'était ça notre surprise. C'était vraiment ça allait au-delà d'une prise de conscience. On se disait que la mondialisation avait un problème et que ça a créé les germes, l'ADN de Veja. C'est la première particule d'ADN, on dit sûrement pas comme ça en science, naît ce jour-là. On se dit, et si la mondialisation était autrement, si on faisait notre petit projet à notre petite échelle pour changer, pour essayer de changer, essayer de montrer que la mondialisation peut être différente. D'accord. Alors la deuxième étincelle, c'est qu'on travaille en parallèle pendant ce voyage-là. On travaille pour Tristan Lecomte, qui monte à l'époque Alter Eco. Alter Eco, c'est la première marque de nourriture qui fait du jus d'orange, du thé, du riz, du café, commerce équitable. C'est-à-dire avec un soin et une attention à la façon dont sont produits, à la façon dont sont rémunérés les producteurs de matières premières, de thé, de riz, de café. Ils ont des revenus différents, qui sont décorrélés du prix du marché, mais qu'ils touchent non pas pour survivre, mais pour vivre dignement, réinvestir dans leur exploitation. Et ça, de travailler pour Tristan Lecomte, en fait, entre l'usine chinoise, l'énorme usine chinoise de textile, et travailler main dans la main avec Tristan, aller voir des coopératives sur le terrain de matières premières, de producteurs de matières premières alimentaires, on se dit en fait, c'est ça qu'on veut faire de nos vies. C'est rétablir cette chaîne économique, rétablir une chaîne économique un peu plus juste, un peu plus humaine finalement. Et Tristan, dans son projet Alter Eco, il n'avait pas encore cet aspect écologique. C'est-à-dire qu'il était très sur l'économique et le social, mais pas du tout sur l'écologie. Et alors que nous, on analysait plein de projets écologiques, donc on arrivait avec une vision un peu différente. Et avec Guylain, on se dit, on a voyagé dans 30 pays en 1 an et demi. On est resté 3 mois en Inde, 2 mois au Brésil, 1 mois et demi en Chine. On a vécu des expériences incroyables, déceptives, mais aussi marquantes pour le restant de nos jours. Et quand on a fini ce projet-là, on se dit, est-ce qu'on va repartir dans nos vies normales, entre guillemets? Est-ce que cette année-là, c'était une parenthèse dans nos vies normales de
parisien, éduqué, etc. Ou est-ce qu'on va le transcender? Et en fait, on se dit, ben non, on va repartir dans nos vies normales. C'était une parenthèse enchantée, c'était génial. De un jour faire du surf et le lendemain aller visiter un projet d'éducation pour les enfants et l'analyser, et le surlendemain se retrouver sur la muraille de Chine, et le surlendemain être dans une centrale nucléaire en Chine. Nous, on adorait cette vie-là, et on se dit, ben en fait, comment est-ce qu'on pourrait faire pour la continuer, cette vie-là, pour continuer à voyager, découvrir, etc. Et en fait, c'est vrai que la rencontre avec Tristan et le boulot pour Tristan, on se dit, ben en fait, ce qu'il fait là, on veut le faire nous aussi. On veut changer une toute petite partie du capitalisme mondial, et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme entreprise, dans le sens où on était déjà persuadé que l'économie était le centre du pouvoir d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les politiques, ça fait très longtemps qu'on n'y croit plus du tout. On pense qu'ils ont souvent 10 ans, 15 ans, 20 ans de retard, et c'est normal. C'est aussi le poids de la démocratie qui veut ça, mais que les entreprises multinationales et transnationales ont dépassé la vision politique depuis des années. On le voit bien avec les GAFA, avec Facebook, Apple, Google aujourd'hui. C'est vraiment des entreprises transnationales, et on se dit, c'est là qu'il faut essayer de changer le jeu. C'est là qu'il faut essayer de changer la donne. C'est dans l'entreprise, c'est dans l'économie. Donc, on va monter une entreprise pour faire ça. Et donc, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, avant de rentrer sur justement cette création de Veja, il y a un point qui m'intéresse quand même sur cette démarche que vous avez eue dans cette association de conseils, c'est que vous avez réussi à convaincre plein de monde. Quand même, tu parles de 70 projets ou 70 entreprises, mais c'est pas si simple. Je veux dire, faut quand même être assez. Comment vous avez fait? Parce que aller faire payer, même que ce soit 5 000 euros, 10 000 euros à Lafarge, à EDF, à plein de gens comme ça. C'est quoi ta strat? Comment tu t'appelles qui? Non, on n'avait pas vraiment de strat. C'était à une époque un peu différente encore de celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était l'émergence d'Internet. Et le développement durable était un sujet en très haut lieu dans les entreprises, et que c'est ce très haut lieu, c'est-à-dire les directeurs, les boss de ces grosses boîtes, laissaient encore beaucoup traîner leurs mails sur Google, où tu pouvais le deviner sur Google. Donc on arrivait à leur écrire des mails, et c'était l'époque où je pense personne leur écrivait encore beaucoup de mails, et on leur parlait d'un sujet dont personne ne parlait. Oui, bien sûr. Et je pense qu'ils avaient l'instinct ou le sentiment que ce sujet allait émerger. Donc, quand t'es directeur de développement durable d'une grosse boîte, ou quand t'es directeur de la communication d'une grosse boîte, et qu'il y a deux types de 24-25 ans qui t'écrivent un super mail avec une super presse PDF, et qui disent et qui te haranguent un peu déjà par mail, je pense que tu te dis pourquoi pas les rencontrer, parce que la rencontre peut valoir le coup. Mais après, c'était notre faculté, je dirais, de ténacité pour prendre. On arrivait à prendre. C'est vrai qu'à posteriori, ça paraît un peu fou, mais on arrivait à prendre rendez-vous avec des gens très haut placés dans ces boîtes-là. Et après, une fois que tu as réussi à en convaincre un, c'est beaucoup plus facile de convaincre les autres. Mais je pense que cette expérience-là nous a montré que si tu voulais prendre rendez-vous avec quelqu'un, si tu voulais voir quelqu'un vraiment, c'était possible. Que ça soit le PDG de Carrefour ou plus tard dans Veja, un agriculteur qui est en plein milieu de la forêt amazonienne et qui est le boss de la coopérative. Et en fait, ce truc-là, on l'a intégré, et je pense que ça nous a beaucoup aidé dans notre parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois quelqu'un qui crée un site internet que j'admire, par exemple un type que j'aime beaucoup qui s'appelle Cride, qui a monté la Blogothèque, qui est pour moi il a monté la Blogothèque il y a 10 ans presque, le site de musique incroyable sur internet. Voilà, un jour je l'ai appelé, je lui ai dit j'adore ce que tu fais, j'aimerais bien créer des projets avec toi, et on était inconnus, et c'est juste l'envie.
quand on a envie. C'est pour ça que j'ai posé cette question, parce que je pense que c'est aussi un vrai talent d'être capable d'aller vers les gens. Je connaissais d'ailleurs qu'une personne qui est partie maintenant, mais qui était une artiste qui habitait à New York et qui elle écrivait à la main à des gens qu'elle connaissait pas, hein. Elle écrivait des lettres, elle écrivait 3, 4, 5 lettres par jour à des gens pour leur dire j'adore ce que vous faites, ou je voudrais faire ça, ou faudrait qu'on se rencontre, etc. Elle me disait mais souvent j'ai pas de réponse, mais c'est pas très grave parce que quand même très souvent j'ai des super réponses, je fais des super rencontres, et elle cassait les barrières, et puis elle me disait bah si j'ai qu'une réponse sur 2, tant pis. Et c'est une personne qui a fait en effet plusieurs vies, plusieurs choses, mais je pense que c'est un vrai talent. Et puis il y a aussi une petite approche, même si c'est une autre époque, de un mini hacking, quoi, c'est-à-dire comprendre à un moment comment trouver le mail de quelqu'un, se dire que si je lui écris à cette époque-là, il sera pas super harcelé par ce moyen-là, et c'est peut-être un bon moyen d'y aller. Tu vois, c'est un peu l'inverse de ce que tout le monde fait en ce moment sur LinkedIn, d'ajouter tout le monde, de poser des questions, de harceler sur les mêmes endroits, etc. Ce qui marche plus en fait. Il y a de ça, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux ont considérablement rétréci le monde, et aujourd'hui c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à une personne, mais je pense beaucoup plus difficile de le rencontrer, parce Exactement. que il reçoit cette personne-là reçoit beaucoup plus de messages, ouais. Que ça soit sur Facebook Messenger, LinkedIn, Twitter, etc. L'accès est plus facile, la rencontre peut-être un peu plus difficile aujourd'hui. On est peut-être passé à une époque où finalement il faut toujours faire preuve d'originalité, mais peut-être qu'en leur écrivant un courrier à la main, t'as plus de chances de les rencontrer qu'en passant par un email. Ou encore mieux, aller le voir physiquement. Oui, aller voir cette personne physiquement, c'est peut-être le truc qu'on a abandonné. Oui. On se cache derrière nos emails aujourd'hui. Donc c'est intéressant. Et donc du coup, vous avez décidé de vous lancer dans quelque chose. Comment t'arrives sur la chaussure, le sneaker, je sais pas comment tu le définis exactement. C'est quoi la genèse du coup de Veja, au-delà de la genèse qu'on comprend sur la philosophie et le commerce équitable et l'envie d'aller là-dessus. Tu te dis pourquoi tu te dis pas je vais faire du riz, du café ou des chemises? En 2004, on est à une époque où je te parlais d'avènement de la finance et avènement d'Internet, où toute notre génération est happée par la vague Internet. Ouais. Parce que c'est le nouvel Eldorado, c'est la nouveauté, on sent tous que c'est un monde incroyable qui s'ouvre, qui est en train de s'ouvrir. Et c'est pas, on ne le refuse pas parce qu'on en est les premiers, pas fans, mais les premiers utilisateurs. Mais on se dit que notre génération abandonne un peu la réalité pour se plonger dans ce monde incroyablement virtuel, mais fascinant, qu'est Internet. Et on se dit, en fait, pourquoi pas essayer de réinventer des produits qu'on juge déjà 1000 fois faits, auxquels notre génération aurait rien à ajouter. Et en fait, se tourner vers les baskets, d'abord, c'est un produit de notre génération, c'est un produit qui grandit avec nous. Les premières baskets, c'est les années 80, les vraies premières baskets, c'est les années 80, qui passent des terrains de sport à la rue, avec des artistes comme Run DMC ou des sportifs comme Jordan, qui démocratisent un usage, parce qu'avant tout le monde était en chaussures en cuir, hein. Et avec notre génération, c'est passé des terrains de sport à la rue, mais de la rue, ça passe à l'école, au collège, à l'université, à l'entreprise. Sachant que toi et moi, on est dans une génération, je pense, où nos parents ne voulaient pas qu'on aille à l'école, probablement dans les années 90 en basket. Il y avait des écoles où c'était interdit. Je sais pas si tu te rappelles, les boîtes de nuit. Ouais. Quand on a 18 ans, les boîtes de nuit, c'est difficile de rentrer en basket. Ouais. Toutes les boîtes de nuit n'acceptent pas le fait de rentrer en basket. Donc on est cette génération qui démocratise l'usage de ce produit-là, et donc c'est un produit qui nous appartient entre guillemets. Mais c'est un produit aussi qui cristallise les excès du capitalisme. C'est-à-dire que c'est un produit porté dans les pays riches entre guillemets, mais fabriqué dans les pays pauvres, fabriqué dans les pays en voie de développement, comme l'Asie du Sud-Est. Donc les pays producteurs, c'est l'Indonésie, la Chine, le Vietnam, la Thaïlande, dans des conditions qu'on connaît,
que un type comme Michael Moore a mis en exergue dans ses documentaires. Ça, c'est aussi une part de l'ADN de Veja. Le documentaire de Michael Moore qui s'appelle The Big One, c'est un documentaire sur les usines aux États-Unis, il va visiter les usines, il y va physiquement, il va visiter des usines qui ferment pour des business qui partent en Chine. Ça, c'est les années 90. Et il va voir le PDG de Nike en lui disant, vous fermez X usines aux États-Unis. Je sais pas si tu connais cette séquence, il lui dit, si je vous propose un marché, on fait un 100 mètres tous les deux, donc tu vois Michael Moore, la corpulence qu'il a, on fait un 100 mètres, si vous gagnez, si je gagne, vous réouvrez les usines aux États-Unis, si vous gagnez, je porterai des Nike à vie. Donc le boss de Nike refuse, et après, il va voir les conditions de travail dans les pays asiatiques, et on voit qu'il y a un problème, encore une fois, que ce sont des conditions terribles, etc. Et dans la distribution de valeur aussi, où c'est des produits qui sont produits pour, ça tu sauras mieux que moi, mais probablement $3, $7, $10, et qui sont vendus sans. Souvent moins. Ouais. Souvent moins. Dans la distribution de valeur, en fait, c'est l'avènement d'un capitalisme de la communication. Dans le capitalisme, c'est-à-dire une basket, c'est souvent 70% de sa valeur. Quand tu prends une paire de baskets d'une grande marque, 70% de sa valeur, c'est des coûts marketing et publicitaires, versus 30% de réelle production. Donc nous, en voyant ça, on se dit, en fait, si on élimine la pub du coût d'une paire de baskets, on peut produire une basket beaucoup plus chère, beaucoup plus coûteuse, qui respecterait à la fois la planète, qui respecterait à la fois les gens qui composent la chaîne de valeur, et la vendre au même prix. Ça, c'est vraiment le début de Veja. Et c'est parce que d'abord, c'est un produit qu'on adore, mais ensuite, on sent qu'il y a un gap, où on sent qu'il y a une possibilité de faire autrement, mais en prenant un choix quasi suicidaire qui est celui d'éliminer la publicité. Ce qui pose du coup des questions, cette approche, c'est de se dire... quand on est alors j'ai deux choses à dire là-dessus. La première chose, c'est que du coup vous êtes toujours sur le biais, ça c'est aussi intéressant, c'est-à-dire plutôt que d'aller dans le digital comme tout le monde, vous dites je vais aller sur autre chose. Ce qui est intéressant, c'est de pas aller au même endroit au même moment que tout le monde, voilà. Et du coup, est-ce que si jamais tout le monde aujourd'hui faisait du commerce équitable, du développement durable, est-ce que tu pourrais émerger en sans faire de pub, parce que la pub, l'objectif, c'est vraiment de sortir du lot. Du coup, si tout le monde produisait comme ça, il faudrait réintégrer la dimension publicitaire probablement à un moment, parce que aujourd'hui, en tout cas dans les marques connues, au moins en France, Veja est un peu seul, du coup, ce qui donne finalement un avantage concurrentiel sur ce point-là. Bon, malheureusement, on en est loin. Dans le fait de produire clean, dans le fait de produire clean, on en est encore malheureusement très loin. Donc cet avantage, comme tu dis, un avantage compétitif ou avantage relatif est encore très important. Mais je crois aussi à l'innovation plutôt qu'à la publicité, c'est-à-dire que il y a un avantage relatif, certes, parce alors après je peux expliquer un peu comment on produit les baskets, mais il y a aussi une innovation technologique et une innovation du regard ou de l'attention qui aussi crée de la valeur et crée de la différence. Et nous, notre rêve, c'est que les grandes marques produisent de cette façon-là. Mais quand les grandes marques produisent de cette façon-là, il n'y a plus besoin de Veja. Oui, c'est ça. C'est pas qu'on essaierait de louvoyer et de paraître plus gros ou meilleur que le concurrent. C'est il y aurait plus besoin de l'existence même de Veja si tout le monde le faisait. Et c'est dur à dire, mais on ne rêve que de ça. Mais on aurait plein d'autres idées. D'ailleurs, on en a plein. Et parfois, on est un peu frustré parce qu'on peut pas les faire parce qu'on n'a pas 5 fois 24 heures dans une journée, mais malheureusement 1 fois 24 heures. Mais c'est notre rêve. Et Veja, on le voit comme un catalyseur pour, en fait, le meilleur chemin, le meilleur argument, c'est l'exemple. Oui. C'est pas le meilleur argument, c'est pas de dire oui, c'est possible. Non, c'est le faire. C'est le réaliser et montrer que
c'est cool, ça peut être possible, que ça peut être fun, que effectivement c'est un boulot incroyablement dur sur le terrain, mais qu'on peut transformer cette difficulté et ce nombre de contraintes qu'on s'auto administre, ça c'est devenu un jeu. Et c'est devenu un jeu plutôt plaisant, en fait. Et ce que j'ai beaucoup aimé, nous on se connaît depuis quelques temps par le biais d'amis communs, mais c'est que vous êtes là-dessus un peu de temps en temps des ayatollahs avec les autres. Moi, j'ai testé des Alibaba, j'ai testé des productions en Chine, des choses comme ça, et à chaque fois qu'on s'est croisés, je me disais Mathieu, faut pas faire ça. Ton empreinte carbone, elle est dégueulasse. Tu sais pas dans quelles conditions c'est produit. Je te disais mais si, j'ai vérifié ça et ça. Il me dit mais t'y es pas allé, tu sais pas. Et j'ai toujours apprécié ça. C'est déjà ça m'a toujours influencé dans mes réflexions et ma vie d'entrepreneur, mais aussi c'est le côté où vous lâchez rien, quoi. Sur toute la chaîne, vous essayez. On va rentrer un peu sur tout ça, sur la prod, sur la première basket, mais c'est que c'est pas juste de la com, c'est une conviction profonde et ça, je trouve ça vraiment très inspirant. C'est pour ça aussi que je suis ravi de te parler aujourd'hui. Mais c'est rigolo parce que j'en parlais ce matin et ce mot d'ayatollah, il est très juste et très dur à la fois parce que j'en parlais ce matin à un rédacteur, un type super et je lui disais en fait, je pense que c'est un peu une erreur que d'essayer de convaincre par les mots, voire de critiquer ce que font les gens ou ce que font les amis ou ce que font je pense que on a grandi il y a une certaine rage dans Veja quand on le crée, une rage contre cette mondialisation un peu dont tout le monde se fout un peu. Le nombre de personnes qui nous ont dit mais tout le monde s'en fout, ça marchera jamais, peu importe, on s'en fiche de ça, de la façon dont sont produits les baskets, on s'en fiche. Donc il y a une rage et cette rage, je pense elle était très positive parce qu'elle elle a créé chez nous une ténacité très forte, mais elle est négative à partir du moment où tu deviens donneur de leçons. Et tu deviens donneur de leçons à partir du moment où tu critiques les projets des autres. Et ça, je l'ai appris. Ouais. Sur le long terme. Et c'est quelque chose que je fais plus jamais, parce que je pense que ça peut te faire devenir aigri. Tu sais, d'être un peu tout seul dans ta tour d'ivoire. C'est vrai. Et oui, on est allé très loin, on va très loin dans le projet, mais non, il y a pas plusieurs mondes, il y en a qu'un seul. Et on a réappris, c'est comme si on avait réappris à apprécier n'importe quel projet, s'il a une âme, s'il y a de l'amour à l'intérieur, etc. Mais en ce qui me concerne, par exemple, sur ces moments, je l'ai jamais en fait trop mal pris. Je me suis plutôt dit parce que j'avais plus l'impression de dire bon bah c'est bien que tu me disais bon c'est bien tu commences là mais emmène ton projet ailleurs, tu vois. Et moi ma réaction était plutôt de dire tiens je produis tel ou tel produit, ça a été des bracelets, ça a été des déguisements ou des cartes en métal ou des choses comme ça. Et puis je dis bon ok comment je peux rapatrier tout ça en France, en Europe, comment je peux payer moins de transport et mettre mon économie là-dedans dans de la prod qui me coûtera plus cher mais tant pis, etc. La seule leçon que tu tires aussi sur certains business, c'est qu'en revanche, il y a plus du tout de producteurs de plein de choses en Occident, en France particulièrement, où il y a plein de choses. Si tu veux faire du textile, c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui va te faire des chemises en France, quoi, ou des layettes pour bébé, quoi. Pas tant que ça. Pas tant que ça. En vrai, pas tant que ça. Et ben, figure-toi que tu vois, c'est il y a un peu plus de 2 ans, un peu moins de 2 ans, non, un peu plus de 2 ans, Emmanuel Macron, à la conférence de Loïc Lemer, le web, avait dit, mon email c'est emmanuelmacron3@gmail.com. Si vous avez des produits ou des services pour améliorer la France, n'hésitez pas à m'écrire. Et j'avais eu un dialogue avec lui par email en lui disant que par exemple un des problèmes que j'avais quand je cherchais des producteurs en France, c'est que j'avais pas de Alibaba.
Alibaba.com étant le premier commerçant au monde devant Amazon, qui permet de rencontrer notamment des producteurs dans le monde, principalement en Chine, principalement en Asie. Et je lui dis, moi, quand je vais chercher un producteur en France, je vais contacter plein de gens sur Internet, où déjà j'ai du mal à les trouver. Après, quand je les contacte, ils répondent pas, etc. Alors que quand je vais sur Alibaba, je dis, tiens, je veux produire 2000 chemises comme ça, 2000 bracelets comme ça, 2000 je sais pas quoi, et je vais avoir 20 bonhommes différents qui vont me faire des devis, je vais avoir tout comparé, et ça en 48 heures, quoi. Et je lui disais, un des problèmes qu'on a potentiellement, c'est ça. C'est peut-être plus de trouver les personnes, que le fait qu'ils soient là. Et ça, c'en est un réel, et je pense qu'il y a quelque chose à améliorer. Revenons rapidement sur la première, Veja. Je note juste que c'était à l'époque, mais que l'échange avait un peu duré là-dessus et que c'était assez intéressant. Donc votre projet, vous vous dites, ok, on part sur la basket, c'est ce qui nous chauffe, c'est le truc de notre génération. Vous êtes d'accord tous les deux, vous y allez, vous créez Veja et puis c'est parti. Ou vous voyagez, en fait, vous cherchez. On discute beaucoup avec Guylain et sur ce qu'on pourrait faire. On a plein d'idées et en fait, je dis à Guylain, en fait, moi j'en ai trouvé une et c'est ça que je veux faire. Je veux faire une basket qui soit différente. Et je pense que ça nous amusera et ça nous animera pendant longtemps que de faire ça. Mais c'était un saut dans le vide parce qu'on n'y connaissait rien. On était consommateurs avertis et encore, mais on n'y connaissait rien. Et voilà, on se connaissait déjà très très bien et son regard, il a même pas eu besoin de répondre de vive voix. Son regard tout de suite, il m'a dit, c'est ça. Moi aussi, c'est ça ce que je veux faire et on est parti comme ça. On est parti au Brésil. Alors vraiment un peu la fleur au fusil. On avait 24 ans, on ne connaissait rien au basket en termes de prod, en termes de technique, en termes d'industrie. Et du coup, on se dit, moi je passe des entretiens chez Google, lui il passe des entretiens dans des grands cabinets de conseil, etc. Et on se dit, on se donne 6 mois pour voir si on arrive à enclencher le projet. On se donne 6 mois, on n'a pas de sous, mais on se donne 6 mois. On sait qu'on pourra retomber sur nos pattes si on n'y arrive pas, sans dépenser beaucoup d'argent, bien sûr. Donc les deux coups principaux, ça a été c'est Guylain qui est parti en premier au Brésil parce qu'on savait que c'était un produit qui rassemblait les matières premières dont on avait besoin. Les premières matières premières de Veja, c'est le coton biologique qui composerait la toile. Tu sais, la toile, c'est comme les Converse en toile, c'est du 100% coton. Donc nous, on voulait les faire en coton bio, équitable, c'est-à-dire avec un rapport différent avec les producteurs, des contrats différents. Grâce à vos voyages, vous savez que c'est là-bas. On sait qu'il y a des producteurs là-bas. Et on découvre en cherchant sur Internet que les vieilles baskets, les vieilles Converse, encore une fois, étaient fabriquées à base de caoutchouc. La semelle était composée quasi uniquement de caoutchouc sauvage. Et le caoutchouc sauvage, ça vient d'un arbre qui s'appelle l'EVA. Et ça tombe bien, l'EVA, l'épicentre du monde, c'est l'Amazonie. Sachant qu'il existe un caoutchouc qui n'est pas sauvage, un caoutchouc industriel. Aujourd'hui, c'est les grandes marques de basket utilisent du caoutchouc synthétique. C'est un caoutchouc à base de pétrole. À base de pétrole. Mais les vieilles étaient faites à partir de caoutchouc. Donc, sûrement plus coûteux, sûrement plus difficile à travailler parce que matériau vivant, qui peut pourrir, qui peut se transformer, la matière même dépend de l'humidité des forêts, de la sécheresse des forêts, etc., etc. Mais on se dit, on va aller voir, on va les connaître, on va les rencontrer. Du coup, on part, Guylain part en premier, rencontrer des producteurs de coton. Il fait 2 ou 3 coopératives. Ensuite, je pars 2 mois au Brésil. Alors, on voyageait sac à dos, super route, dans des hôtels à 8 reais. Ça faisait à l'époque environ 1,50 €, 2 € la nuit. Et on va à la rencontre de producteurs de coton bio. On va apprendre, comprendre. Alors, ce qui était difficile, c'est qu'on parlait pas bien portugais. On comprenait un peu. On comprenait 50%, mettons. Ce qui est problématique quand même. Ça va, 50%, tu commences à pouvoir t'en tirer. Et puis... les mecs te prennent au sérieux quand même.
Les mecs comprennent pas trop. Les mecs comprennent pas trop ce qu'on fait là. Ils nous disent personne vient jamais nous voir. Pourquoi vous êtes là? Comment vous nous avez trouvés? On va avoir des coopératives de producteurs et d'agriculteurs qui sont dans le fin fond du Brésil et qui n'ont pas accès à l'économie de marché, qui n'ont pas accès au transport, à la logistique, qui n'ont pas accès à la communication, qui n'ont pas Internet, qui ont un téléphone pour 10 ou 15 familles, qui n'ont même pas assez d'eau pour boire. Ça, on s'en rend compte en discutant avec eux, mais on s'en rend pas compte les premières fois où on va les voir. Mais on leur dit, voilà, notre projet, c'est d'acheter 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes de coton à un prix différencié. Donc, on veut rester avec vous pour comprendre comment vous plantez le coton, combien vous gagnez avec, comment vous le vendez, pour voir si le prix est bon et si le prix est suffisant. C'est pas le prix du marché dont on va vous parler, c'est le prix auquel vous devriez le vendre pour pouvoir vivre dignement. Et là, tu parles de coton brut. Il est pas transformé. Ah non, c'est du coton. D'accord. Donc, t'as encore pas mal d'étapes derrière, quoi. Ah ouais, alors, le coton, tu le ramasses, c'est une fleur. À la base, ça devient du coton, quand la fleur germe. Et ensuite, il faut le dégrainer. Ensuite, il faut le filer. Donc, il y a des graines. Quand tu ramasses le coton, il y a des graines à l'intérieur. Tu enlèves ces graines à travers une machine assez old school qu'ils avaient, et ensuite tu le files, ça devient un fil de coton. Ensuite tu le tisses, ça devient de la toile. Ça, c'est la coopérative qui fait tout ça. Il y a plusieurs coopératives qui le font. C'est-à-dire que nous on parlait au départ avec les coopératives d'agriculteurs, ils étaient une trentaine, ils étaient 28 à la base, et eux récoltaient entre 100 kilos et 600 kilos de coton par an chacun. Avec des rendements assez faibles parce que c'est du coton biologique, et c'est du coton qui va plus loin que le biologique, c'est du coton agroécologique, c'est-à-dire que non seulement c'est sans engrais ni pesticides, donc bio, mais en plus c'est du coton qui respecte la terre, et l'agroécologie, c'est rendre la terre plus riche une fois l'avoir cultivée. Donc en fait, si tu mets que du coton sur 1 hectare ou 2 hectares de terrain, ça assèche le terrain. Ça pompe les ressources hydriques trop fort, et au bout de 5 ans, le terrain il est mort, il faut passer au suivant. Tandis que là, l'agroécologie, ça consiste à mettre un plant de coton, un plant de maïs, un plant de graines de sésame, un plant de haricots, recoton, remaïs. Et en fait, la diversité de tes cultures sur cette terre-là va enrichir la terre, et une fois que tu auras cultivé le maïs, le coton, les graines de sésame, les haricots, cette terre-là sera plus riche après. Je te rassure, j'en parle comme un expert, on connaissait rien de rien. On découvre ça sur le terrain. Et c'est eux qui t'expliquent ça. C'est eux qui m'expliquent ça. Alors avec du mal, moi je comprenais. Mais eux ils font ça parce que c'est leur terre, qu'ils en ont pas plus et qu'ils savent qu'ils doivent pas la cramer, ou ils font ça parce que c'est un héritage ancestral, ou ils font. C'est la question que tu leur poses après une ou deux rencontres, et les types te disent, en fait, le truc qui a changé. En fait, non, la question qu'on leur posait, c'est qu'est-ce qui a changé depuis que vous travaillez comme ça? Ils travaillaient comme ça depuis 6 ans. Ils avaient rien vendu depuis 6 ans. Ils n'avaient pas vendu 1 kilo de coton depuis 6 ans. C'est un type qui est le Pierre Rabhi brésilien qui les a poussés vers ces cultures-là. Et tu leur demandes qu'est-ce qui a changé pour vous, en passant à ça. Ils disent, avant on vendait rien. Maintenant, on vend toujours rien. Mais le truc, c'est que avant, on avait très mal au ventre. Il y avait des morts à 40 ans, des cancers incroyables à 40 ans. Parce qu'en fait, c'est une agriculture vivrière, c'est-à-dire que c'est une agriculture familiale. Les types consomment 50% ou 60% de ce qu'ils exploitent. C'est vraiment des toutes petites exploitations. Le commerce équitable, c'est bosser avec les 25% des producteurs les plus démunis de la planète. Donc, le coton sur lesquels ils mettaient des pesticides 6 ans avant qu'on les rencontre, les pesticides du coton débordaient sur le maïs, débordaient sur les haricots, ils mangeaient ça, bref, je fais pas de dessin. Et après, alors quand nous on arrive, on leur dit voilà, on veut acheter votre coton à un prix différencié. Il est commerce équitable et il est bio, donc on veut l'acheter tel prix. Ce prix, il est fixé pour 2 ans, 3 ans. Donc, ce qui change dans le commerce équitable, c'est que les types, quand ils plantent, ils savent à quel prix ils vont le vendre dans 6 mois. Ce qui leur permet de planifier. L'agriculture mondiale, aujourd'hui, elle est terrible parce que tu plantes un haricot, 3 mois après, il germe, il pousse,
tu récoltes, mais le prix du marché a pu s'écrouler entre le moment où tu plantes et le moment où il va le vendre, où le producteur va le vendre, où il a pu faire x3. C'est à chaque fois un coup de poker, un jet de dés. Le commerce équitable, ça consiste à dire, on te garantit le prix, tu sais à quel prix tu vas vendre ta denrée agricole, ta denrée alimentaire, etc. Ce qui change le jeu, ce qui change complètement la relation que tu peux avoir avec ces producteurs-là. Donc, du coup, on fait ça sur le coton. On y arrive. C'est assez fou comme voyage parce que de grands voyageurs qui bossions dans des pays, on se retrouve vraiment au cœur et loin dans les terres au Brésil, avec des populations qu'on n'aurait jamais côtoyées de nos vies et qui sont incroyables, géniales, enfin plein d'expériences. On fait la même chose sur le caoutchouc. Le coton, c'est la toile des baskets. Le caoutchouc, c'est les semelles. Donc, le caoutchouc, on va le chercher dans la forêt amazonienne. Et là, c'est un peu le même... Il y a encore plus d'enjeux dans la forêt amazonienne parce que poumon de la planète, parce que déforestation, parce que trafic de drogue, parce que trafic d'armes, de bois. Enfin, c'est... On est très attiré par les frontières à chaque fois et on pense que les frontières de notre monde aujourd'hui sont les nouveaux hypercentres parce que ça cristallise encore une fois plein d'enjeux planétaires. Et du coup, on arrive en Amazonie et on découvre on se prend encore une claque énorme et on se dit assez cyniquement que l'Amazonie pourra jamais être sauvée par des ONG caritatives, par des gens qui veulent la sauver. Elle sera sauvée par l'économie ou pas. C'est-à-dire que s'il est plus rentable d'avoir une forêt abattue, elle sera abattue. S'il est plus rentable de préserver la forêt, elle sera préservée. Et du coup, on se lance là-dedans. On se dit, les EVA, c'est un arbre qui est partout. Il y a des EVA partout en Amazonie, un arbre à caoutchouc. Et on se dit, si on achète le caoutchouc assez cher, il y aura plus d'intérêt à couper les arbres. Eh ben non, ça sera leur premier rendement. Je dis rendement, mais leur premier salaire, leur premier revenu plutôt, parce que c'est rendimento en portugais, et ça veut dire c'est entre rendement et revenu. Ça sera leur premier revenu et ils la protégeront. Utopie complète, hein. Utopie complète. Mais on se dit, on essaye. Et ben 12 ans après, et c'est pas nous qui le disons, c'est le WWF. Ils ont analysé les 3-4 coopératives et les 3-4 zones assez étendues dans lesquelles on bosse aujourd'hui en Amazonie et ils disent, c'est bizarre, à chaque fois que Veja travaille quelque part, c'est là où il y a le moins de déforestation. Et ça, c'est des résultats qu'on a eu il y a 6 mois à peine. Et c'est une consécration. Bah oui, ouais, alors c'est microscopique au niveau de l'Amazonie. C'est des milliers d'hectares, mais qu'on protège. Mais l'Amazonie, c'est des millions d'hectares, donc c'est rien. Mais c'est pas Veja qui sauve la forêt amazonienne, pas du tout. Mais dans ce qu'on fait, dans ce qu'on montre, en tout cas, les chiffres, les satellites disent que la coïncidence ou la corrélation est vraiment très étrange. D'accord. Et ça, on va le mettre sur notre prochain site internet, toutes les images satellitaires, etc. Et ce qui est marrant, c'est quand tu fais un projet sur 12 ans, c'est que t'as l'année 1, l'année 2, l'année 5, l'année 8, l'année 10. Il y a une vraie progression, un vrai truc sur la continuité. Et je pense que dans notre folie, dans la folie de notre génération, on a un peu oublié ça. Tu vois, l'espèce de continuité, elle est super satisfaisante quand tu mènes un projet. Tu vois, il y a un Benoît, un ami qu'on a en commun, qui me disait il y a un mois, qui me disait, mais t'en as pas marre? Je lui disais, mais en fait, j'en ai jamais eu aussi peu marre de faire ce que je fais. Je crois que j'ai jamais autant kiffé de mener l'équipe Veja avec Guylain depuis le début. Parce que il y a un rythme qui s'accroît, mais un rythme pas par rapport au temps, un rythme de feedback qui est de plus en plus extraordinaire. Une relation. Une vraie relation sur le long terme avec des vrais projets et des gens c'est même plus confiance qu'ils ont en nous. C'est, on est partenaires, on est ensemble dans le même truc. Ils savent que on a eu des difficultés, ils savent qu'ils en ont eu, que eux ils ont tenu quand on en a eu, que nous on a tenu quand ils en ont eu, et qu'on partage beaucoup. Et ça, je pense qu'il y a que le temps qui peut construire ça. On peut pas le faire en 6 mois, on peut pas le faire en 1 an, en 3 ans.
ça n'existe pas, et c'est un vrai bonheur. Et ça, je le remarque aussi à chaque fois que je viens. On est chez Veja là actuellement, mais dans ta relation avec tes collaborateurs, c'est vraiment quelque chose, je trouve, où on voit qu'il y a une manière, une relation qui est toujours très intéressante. Et si je comprends, c'est aussi le cas un peu avec vos fournisseurs, c'est aussi le cas avec vos clients, c'est aussi le cas avec. On va parler peut-être aussi de logistique, de choses comme ça, mais tout ça est intéressant. Je vais revenir à un point beaucoup plus vulgaire et rationnel, qui va être un point économique, parce que tu m'as dit on n'a pas de sous. À ce moment-là, on n'a pas de sous. Donc c'est bien joli, tout ça, ces projets, ces choses, etc. On est 12 ans après, ça marche. Tu me racontes tout ça comme si ça avait été presque facile, alors que probablement que vous avez eu un certain nombre d'écueils. Mais comment donc t'achètes déjà pareil, tu achètes du coton, tu achètes du caoutchouc, mais tu sais pas faire une paire de chaussures, tu sais pas la dessiner, tu sais pas la produire, tu sais pas la vendre. Alors déjà, avant de parler du temps, comment vous vous associez? Qui est-ce qui met de l'argent? Vous êtes 2 associés, vous en êtes plus? Comment ça s'est passé? Ah non, on commence, c'est même pas low profile, on commence sans rien. On est 2 associés, on est toujours 2 associés aujourd'hui, et 50-50? Ouais. D'accord. Et on commence en mettant un tout petit peu d'argent sur la table. L'argent, il paye les voyages. C'est quoi le montant? Je crois qu'on commence avec 5000 plus 2200, 7200 euros. Je dis souvent 5000 euros par simplicité. Par simplicité. On commence avec 6500 ou 7200, enfin par là, euros chacun. C'est-à-dire qu'on met tout ce qu'on a, plus un prêt d'honneur de Paris Initiative Entreprise de 5000 euros chacun. Mais ça, c'est au bout de quelques mois déjà. En fait, le principe, c'est qu'on va voir les producteurs de coton, on va voir les producteurs de caoutchouc, on va défricher l'industrie, les usines de basket au Brésil, qui, encore une fois, nouveau monde, on n'y connaît rien. On apprend les baskets dans ces usines. Moi, je reste 2 mois dans une usine au début, tous les jours, de 7h à 20h, tous les jours. Et j'apprends le portugais. C'est vraiment mes premiers profs de portugais, ça a été eux. Et j'apprends la technique, je regarde les chaînes de montage. Alors eux, ils comprennent pas très bien, parce qu'on leur dit voilà, on veut produire des baskets de cette façon-là. Alors eux, ils disent c'est un peu n'importe quoi. Pourquoi vous voulez acheter ce coton-là? Il est beaucoup plus cher. Faire venir du caoutchouc d'Amazonie, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus cher aussi. Bref, mais le boss de la coopérative de l'usine avec laquelle on discute, il est intéressé, il se dit tiens, c'est marrant, ils ont aucune chance de réussir, mais c'est rigolo. Du coup, il me laisse aller avec les modélistes de l'usine tous les jours. Il s'appelle comment ce boss? Comment? Il s'appelle comment ce boss? Il s'appelle Gringo. Gringo. Son surnom c'est Gringo parce qu'il est italien. D'accord. Et famille d'émigration italienne, comme il y en a beaucoup dans le sud du Brésil, et tout le monde l'appelle Gringo parce qu'il a gardé l'accent italien. Pas très sympa, il est pas hyper sympa le mec, mais il sent qu'il y a un truc un peu étrange, et du coup il s'en fiche. Il a une coopérative qui marche très bien, il produit plein de baskets pour le marché brésilien, et il trouve ça drôle. Donc je lui dis on n'a pas de bureau, est-ce que je peux utiliser le bureau des modélistes, être avec eux toute la journée? Il me dit pas de problème, tu mets ton ordi et voilà. Et du coup on apprend comme ça, on fait des premiers protos. Donc moi je sais pas dessiner, mais je sais la basket dont j'ai envie. Donc on fait un premier proto, rien à voir, on le change un peu, mais comme je suis à l'usine, c'est facile. Je leur dis non, on change comme ça. Ils redessinent, les modélistes de l'usine redessinent à côté de moi. On le re-rate. Le dessin est fait là-bas. Le V de Veja est fait là-bas. Le V de Veja, le logo, on le fait faire par une copine à Paris. D'accord. Okay. On lui dit voilà, je veux un V en logo. On avait une idée très précise de ce qu'on voulait, mais on le dessinait, on savait pas le faire. Et du coup, on fait des premiers protos et on va voir le Who's Next à Paris. Donc un proto, c'est un numéro 0. Un numéro 0. Voilà, et qui est un peu dégueu. Qui est pas mal, ouais. Qui est très qui peut être porté. Ah oui, mais on peut pas le porter parce qu'on a qu'une paire de baskets. Et du coup, avec ce proto, je vais voir le Who's Next à Paris. Donc Who's Next, qui est un des gros salons mondiaux de la mode. Ouais, le plus gros salon français de la mode. Et je leur explique notre histoire. Et ils sont ces deux, une fille qui était
je crois, post-stagiaire, qui est aujourd'hui la directrice du Who's Next, qui a notre âge, qui a 24 ans et qui nous dit, bah, ok, Banco, venez présenter. Donc, du coup, je fais quelques autres protos. On fait 5, 6 autres, ouais. On fait une dizaine de protos. Et t'as une idée du coup que ça te coûte ou ça te coûte rien parce que le mec rien. Le mec il me dit non c'est bon. Fais ton proto. Ah oui non, le mec il me dit ça coûte. Ok. Vous nous paierez si vous lancez la production. Si ça rate, tant pis, c'est pour moi. Et mais ça lui coûte rien. Créer une basket ça coûte pas grand. Une basket assez low tech, ça coûte pas grand chose. Et surtout quand il y est et que t'es copain avec tous les mecs et qu'ils voient que t'arrives en bus, tu repars en bus, ils sont tous en bagnole mais toi tu repars en bus, t'as 2 heures de bus aller, 2 heures de bus retour tous les jours, ils voient que t'es motivé, tu vois, ils voient que t'as la flamme et du coup au Who's Next dès le premier jour t'as plein de magasins hyper connus qui tombent sur nous et qui nous disent ben on les trouve géniales et ils commandent. On n'a rien produit. La merde quoi. Ouais, mais c'est génial mais c'est la merde quoi parce que t'as... Non. Ah non, nous on est contents. Oui. Mais on fait un Who's Next extraordinaire, on n'y connaît rien dans l'industrie de la mode, on sait même pas comment on fait une facture, on sait même pas, ils nous disent c'est quoi la marge, on n'en sait rien, on connaît pas quelle marge de quoi, entre prix d'achat, prix de vente, bon, on connaît rien. Et tu sais combien tu vends de baskets là? Ouais. On vend 2000 paires de baskets en 2 jours et on est déçus. Alors que Citadium a commandé, Bon Marché a commandé, La Samaritaine a commandé, La Samaritaine a commandé, plein de magasins. En fait, on se rend compte des années après que ça n'arrive jamais. Qu'une marque qui se présente le premier jour n'est jamais commandée par ces magasins-là. Donc en fait, l'esthétique leur plaît beaucoup, le projet, ils sont assez interloqués devant le projet, mais là, on n'a rien produit. Donc on a X milliers de paires en commande. Notre première prod, c'est 5000 paires. Et là, on peut aller voir les banques en disant, voilà, on a des bons de commande de Bon Marché, de Citadium, de X, de Agnès B. Il y a Agnès B qui veut faire à tout prix une collaboration avec nous parce qu'elle nous a croisés au Who's Next. Et elle dit, voilà, les baskets sont géniales, etc. Et donc, les banquiers sont rassurés. Et ils aiment les baskets, mais aussi le storytelling autour. Enfin, alors le storytelling, ils trouvent ça intéressant. Ils comprennent rien parce que c'est pas du tout encore dans l'air du temps. Mais ils trouvent ça différent et vraiment intéressant. Et puis en plus, nous on le raconte. On a 25 ans. On le raconte. La semaine d'avant, on était en Amazonie. C'est pas genre une histoire un peu théorique. C'est-à-dire qu'on leur raconte ce qui nous est arrivé. Enfin, il y a un truc très humain et très d'échange one to one comme ça. Donc il y a pas quand ils nous parlent, il y a pas de défiance. C'est pas le truc développement durable, bio, packagé. C'est plus deux mecs qui voyagent et qui racontent leur voyage et qui disent voilà, on va faire ça, mais rien n'est fait. Si on n'a pas de commande, ça n'existe pas. Enfin, on est très cru dans notre façon de. Mais je pense que c'est bien aussi d'être vrai dans cette façon d'aborder le truc. Et du coup, on peut aller voir les banques et leur dire voilà, on a besoin d'un prêt de 30 000 euros. C'est très risqué. Alors toutes les banques nous envoient péter parce qu'ils nous disent alors attendez, vous voulez faire du commerce équitable, ça veut dire que vous voulez pas gagner d'argent. Au Brésil, pays à risque, textile, chaussures, business mort. Aujourd'hui c'est Internet. Vous nous dites Internet, on vous prête 1 million d'euros. Vous nous dites textile, on s'en va en courant. Oui. On se fait jeter de partout. Et puis il y a un banquier, je pense qu'il nous aime bien, qui trouve le projet sympa, qui nous dit bah ok, moi je marche. Quelle banque ? Je vais me faire taper sur les doigts, mais tant pis, je vous aime bien. C'est la Bred. D'accord. C'est la Bred et c'est surtout le Crédit Coopératif. D'accord. Qui est une banque éthique et c'est eux qui nous aident vachement à monter l'aspect financier du projet. Même si tout le monde pense que ça va foirer. Et 2000 baskets, du coup, tu sais combien ça vous a coûté à produire 2000 paires. À l'époque, on les vendait 30 euros et elles nous coûtaient 20, aux alentours de 20 euros, peut-être 18 euros. Tu les vendais 30 euros au magasin. Au magasin, qui lui eux les vendaient
75-80, Ouais. ouais, 80 je crois. Le premier prix c'était 80. Donc faible marge quand même sur les premières. Ouais. Mais bon, proof of concept quoi. Vous réussissez. Ah non, à mais c'est montrer- toujours la même marge. Hein. D'accord. Aujourd'hui, c'est une assez faible marge quand on vend en magasin. La grande partie de la marge reste dans le magasin. C'est normal. Il y a des Oui, c'est ça. salariés, Oui, des oui, loyers, etc. Et du coup, Tu rentres au Brésil, tu dis fais-moi 2000 baskets quoi. ouais, non, on rentre au Brésil, on achète le coton, on achète le caoutchouc, on fait filer le coton, on fait tisser le coton. C'est 3 ou 4 mois de boulot de fou. Sachant que tu as une date pour les livrer quand même. Oui, on a une date pour les vrais, mais est-ce qu'on va pouvoir respecter cette date? On n'y connaît rien. Enfin, on est beaucoup au Brésil à cette époque-là. C'est-à-dire qu'on est entre tous les deux, on est entre 7 et 8 mois par an chacun au Brésil pendant 2-3 ans. On est tout le temps au Brésil en fait. Alors tout le monde nous dit génial, vous êtes à la plage et tout, pas du tout. On est dans les endroits assez reculés du pays. On est dans les usines de basket perdues, dans un très bel endroit qui ressemble à la Suisse, mais c'est vraiment perdu. On est en Amazonie. C'est génial, mais pas génial dans le sens. Enfin, je veux dire, je pense que vous kiffez aussi. Ah non, mais vous kiffez. On adore, et en fait, ces espèces d'intermèdes longs, parce on n'a pas d'argent, donc on peut pas faire des allers-retours d'une semaine, quoi. On peut pas faire ça du tout. On reste 2 mois. Quand on y est, on reste 2 mois. Et en fait, ces espèces d'intermèdes, ils nous ont beaucoup servi et ils nous manquent un peu aujourd'hui. Parce que tu te retrouves 2 mois sans connaître personne dans une région hostile, pas hostile, on s'en fiche, mais ça permet d'avoir un recul sur les choses, une réflexion aussi sur les choses, une espèce de vie un peu monastique, pas hyper funky et pas comme tu t'imagines le Brésil du tout, mais qui permet, je pense, qui a aussi contribué beaucoup au projet. Le fait d'être forgé, quoi. Reculé et de penser nuit et jour à ce qu'on faisait, et uniquement à ce qu'on faisait, à créer quelque chose. Et ça nous manque aujourd'hui. Tu vois, on parle plus, on a des vies différentes. On a 12 ans de plus, on a une grosse équipe à Paris, moi j'ai 4 enfants. Voilà, on peut plus partir 2 mois, et ça, voilà, on s'est adapté, on s'est habitué, mais ça manque aussi un peu, et on adore partir 1-2 semaines tous les deux, un peu pour réfléchir. Ça, c'est important, je pense, dans la vie dans les vies folles qu'on mène, de savoir ralentir le rythme. Mais ralentir le rythme, c'est pas forcément partir en vacances, mais c'est ralentir le rythme de la vie, c'est-à-dire pas faire 7 rendez-vous ou 8 rendez-vous par jour, pour finir en buvant l'apéro avec des copains et aller dîner avec d'autres. C'est ralentir ce rythme-là, c'est assez important. Moi, ça me manque aujourd'hui un peu. Bref. Et du coup, Veja commence sur les chapeaux de roue, en fait. Veja commence très fort, très vite. On livre la première collection. Et j'ai manqué une étape, c'est une association de réinsertion qui s'occupe de la logistique. On les convainc de s'occuper de la logistique de Veja, c'est-à-dire d'être notre prestataire logistique. C'est des gars en réinsertion qui ont eu des vies un peu cassées en France. En France, le stock de Veja est en France, ça arrive en France et ensuite est dispatché partout, et surtout en Europe au début. C'est pour ça que je parlais de logistique tout à l'heure, parce que je connaissais ce petit, c'est pas un détail, ce rouage dans votre système, donc sur la logistique, mais je savais pas que ça avait été dès le début. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose où vous avez dit, je vais pas utiliser les mêmes stocks ou entrepôts que les autres, je veux un truc aussi plus parce que la facilité, elle aurait été quand même d'aller chez un mec qui fait du dispatch et qui existe déjà. Ah oui, mais c'était ce qui nous faisait courir, c'était on prend une basket, on la déconstruit économiquement, on déconstruit toutes les étapes de cette basket, et à chaque fois qu'on peut changer une étape, avoir un impact environnemental meilleur, avoir un impact social meilleur. C'est là où ça me fait marrer, ça m'impressionne, et c'est que vous lâchez rien, quoi. C'est-à-dire que je comprends que tu lâches rien, je comprends que tu as envie, mais tu pourrais dire dans les étapes de la construction de ces sociétés, pour notamment potentiellement même la viabiliser économiquement.
au début, j'achète du coton bio, mais pas du caoutchouc bio. J'achète et puis après, je mettrai le caoutchouc comme ça, et puis après, je ferai le dispatch comme ça. Je vais le faire au fur et à mesure. Là, c'est dès la première prod. Enfin, quand je dis que vous êtes des ayatollahs, c'est que même avec vous-même, en tout cas, c'est que vous avez quand même ce truc de se dire, c'est pas un objectif à moyen terme, c'est que dès la première prod, j'envoie et sur mon chemin dans la déconstruction de cette valeur, quand je la reconstruis, j'ai fait une chaîne qui est différente, sans avoir aucune concession. Peut-être que t'en avais, mais si, faut la transporter. Je suppose qu'elle est transportée avec des bateaux qui utilisent du pétrole. Bon, oui, bien sûr. Mais ça, on pouvait pas changer. Ouais. Et mais en même temps, quand t'as que ça à faire, ça nous paraissait pas fou. Ouais. Parce que à partir du moment où tu lâches la communication, ça nous a libéré un coût pour produire des baskets 7 fois plus cher que si on les produisait en Asie du Sud-Est. Mais ça te libère aussi un temps énorme, qui est celui que tu passes à penser comment tu vas vendre une basket. Est-ce qu'elle va sauter plus haut? Est-ce qu'elle va courir plus vite? Est-ce qu'elle va te rendre plus glamour que les autres, qui sont finalement souvent des histoires factices, qui sont souvent du storytelling. Là, notre storytelling, c'était la vérité, c'était la prod, c'était prendre les lumières que tu mets généralement sur une histoire un peu inventée, artifice. Mais c'est même là plus loin que la prod. C'est justement là où j'en viens, c'est que c'est aussi la distrib. C'est toute la chaîne économique. Toute la chaîne, c'est ça qui est intéressant. C'est toute la chaîne économique, et c'est ça qui est, tu n'abandonnes aucun maillon de la chaîne. Et oui, je pense, j'ai peut-être un souvenir un peu tronqué parce que ça fait longtemps, mais je pense qu'on s'est dit, est-ce qu'on fait l'association d'insertion? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas être plus moins efficace que si on prenait un prestataire logistique normal? Et on s'est dit non, c'est quitte à affronter la réalité, autant l'affronter jusqu'au bout. Et en fait, le fait de me retrouver avec les gars dans ce hangar, il y a des gars qui savent pas lire, il y a des gars qui savent pas écrire, il y a des gars qui parlent pas du tout français. Et ben, ça te force à penser ce que doit être la logistique d'une marque de basket et comment s'y prendre, et le nombre de paires que tu mets dans un carton, et les cartons, comment gagner de l'espace et gagner de la place en créant ta boîte de basket, etc. Enfin, en fait, cet affrontement avec la réalité, ou cette confrontation avec la réalité, te permet de la transformer. Et te permet aussi d'avoir une rationalité économique plus grande, parce que on est la seule marque au monde aujourd'hui, une des seules marques, enfin je pense qu'on est la seule marque et de basket et de textile qui achète son coton. Mais à partir du moment où tu achètes ton coton bio, tu connais les prix du coton. Oui, puis t'as pas d'intermédiaire qui prend sa marge. Mais ça, c'est le but du commerce équitable, c'est de désintermédiariser, c'est-à-dire que t'as pas 10 intermédiaires, sellers, traders, etc. qui prennent leur marge. Donc, nos baskets valent beaucoup plus cher, mais s'il y avait des traders et des intermédiaires au milieu, ça serait encore plus cher. Ce serait pas viable. Ça serait pas viable du tout. S'il y avait des traders de coton bio, on n'en sortirait pas. Ça veut dire qu'ils prendraient 10% ou 5% du prix du coton. Enfin, à chaque fois, le prix, il s'agrège, le coût, il va s'agréger dans le prix final de la basket. Et du coup, on était quasi obligés, mais on n'a même pas réfléchi à le faire autrement, si tu veux. Mais après, ça donne un avantage énorme que de maîtriser le coût du coton, le coût du caoutchouc, le coût. Après, l'usine de basket, elle peut pas te raconter n'importe quoi, puisque t'es la marque. Eux, ils savent même pas combien coûte le coton, ils savent combien coûte la toile, mais ils savent même pas le prix du coton, l'usine de basket. En général, c'est les usines qui commandent tout, qui commandent les matières premières. Toi, t'arrives avec t'es une marque de basket normale. Tu leur fais un plan. T'arrives avec la basket, tu leur dis je veux ça, et c'est eux qui se débrouillent. Là, non. Là, on leur pavait le chemin. Alors, ils nous disaient c'est beaucoup plus cher. Vous êtes sûr que vous voulez utiliser cette toile-là? Elle est beaucoup plus chère. Oui, on veut utiliser cette toile-là parce que c'est nous qui avons acheté le coton et nous qui avons revendu le coton sans marge, avec 0,5% de marge, sinon c'est pas légal, c'est du dumping, à la coopérative de filage. Mais du coup, on connaissait tous les coûts. D'accord. Et ça donne, dans le temps, ça donne un avantage énorme.
Donc t'as tes 2000 baskets qui arrivent en France. Voilà. Elles sont livrées dans les magasins. Voilà. C'est pour les magasins parisiens, c'est l'association de réinsertion qui livre eux-mêmes. Oui. Donc avec des histoires assez dingues. Et c'est vrai que voilà, elles sont livrées et elles partent à une vitesse. En une semaine, il n'y a plus rien. D'accord. Et là, les magasins nous rappellent, ils nous disent on veut du réassort. Et on leur dit il faut attendre 6 mois. Ils nous disent quoi, comment? Non, mais non, on produisait maintenant. On leur dit non, on n'a pas assez de coton pour produire. La récolte est en juin. Vous les aurez en septembre, octobre, les prochaines. Et du coup, ça crée un manque énorme. C'est-à-dire qu'ils ont tous les jours des clients qui viennent demander des Veja, parce que sur notre site, on a un petit site, on a une page où il y a les noms des retailers, des distributeurs, des magasins qui les vendent. Et tous les jours, il y a des gens qui viennent leur demander des Veja. T'as un modèle. On a un modèle. D'accord. On a un modèle 7 couleurs ou 7 couleurs. En toile. On a une toile blanche. Ouais. Avec le V rouge, une toile blanche avec le V vert, une toile blanche avec le V noir, une noire. C'est très basique. Et du coup, Veja commence comme ça. Et d'une aventure, ça devient une entreprise rapidement. On commence à embaucher, on commence à grandir très vite. Tous les ans, on double. Tu réempruntes à chaque fois, du coup, à ce moment-là, ouais. Et vous êtes rentable à partir de quand, du coup? La première année. D'accord. La première année, parce qu'on n'a pas de salaire, on n'a pas de bureau, on n'a pas de coûts. Et du coup, t'as pas de salaire, ça fait des années que t'as pas de salaire. T'as quand même des gens qui t'aident pour bouffer. Oui, non, quand on n'a pas de salaire, on mange des pâtes, on vit avec rien du tout. On vit avec un peu de bière et de vin ou. Ah oui, non, on a un appart. On a la chance d'avoir un appart par nos parents. On est logé par nos parents. Vous vivez pas tous les deux quand même ensemble? Ah non, on est chez nos parents. Ah, chez vos parents, vos parents. Oui, d'accord, ok. Non, je croyais que c'était logé par vos parents, chez vos parents. Ok, très bien. Et donc deuxième, le réassort, tu te souviens à peu près juste combien de chaussures? Tu fais la 2000, deuxième prod 4000, puis c'est ça? Non, on fait la première prod c'est 5000, la deuxième prod c'est 11000. Et après, je peux pas dire, ça doit être, je sais pas, 18000 ou 20000, je sais plus. D'accord. Et les prods, c'est annuel, du coup? C'est semestriel? Tous les 6 mois. Tous les 6 mois. C'est toutes en les fonction d'accord. Et ça, c'est à la fois en fonction de la mode, des critères de la mode qui demandent tous les 6 mois. Non, parce que c'est de la prod de coton uniquement. Parce que non, mais nos baskets elles changent pas. Pendant 3 ans, on a le même modèle qui change de couleur, mais c'est le même modèle. Le deuxième modèle, il arrive au bout de 2 ans, je crois. D'accord. Et après, donc Et après, on commence à avoir un rythme normal, c'est-à-dire on lance un modèle par an à partir de 2008-2009. D'accord. Ok. Et du coup, 2008-2009, la boîte marche bien. Ouais, non, mais elle a toujours bien marché. Toujours bien marché. On a toujours été, comme on n'avait pas d'investisseurs, on a toujours géré avec un peu le bon sens de nos grands-parents. Ça a toujours été une gestion. Veja, c'est toujours une gestion à la papa. Très. On sait que si on n'est pas rentable, on va être en difficulté très vite. Donc c'est vraiment une gestion. Alors, je pense qu'on oblitère, on va un peu moins vite. On croit pas du tout aussi vite qu'on aurait pu croître. Mais ça ne nous dérange pas du tout parce c'est aussi une partie du commerce équitable et du développement durable. C'est-à-dire que t'es pas à la recherche de croissance absolue dans ce type de business. Ouais, et puis on est plus à la recherche de créer des racines profondes que créer un arbre qui va très haut très vite et qui va être très fragile. Et en fait, la demande est énorme et on sait que on a 25 ans et qu'à 27, 28, si on se retrouve à la tête d'une entreprise de 200 personnes, on va craquer. On est de très mauvais managers parce qu'on est beaucoup plus aventurier, voyage, un peu solitaire, un peu plutôt que manager. Tu vois, on a des copains en commun qui sont des super managers. Moi, je sais que aujourd'hui ça va. Aujourd'hui, j'ai 11 sur 20 ou 12 sur 20 en management. Tu vois, mais à l'époque, on est complètement les gens qui travaillent avec nous s'en rappellent avec émotion. On est complètement lunaire, quoi. C'est pas une entreprise. Mais ils travaillent toujours avec vous. Ouais, il y en a qui travaillent encore avec nous. Il y en a qui sont partis sous d'autres cieux
encore plus clément, mais c'est un peu bizarre comme organisation. Et du coup, après, pour parler encore un tout petit peu matériaux, après sur des problématiques aussi un peu plus business, mais je vois aussi dans les baskets qui nous entourent maintenant du cuir, par exemple. Alors, le défi de Veja, c'est quand je te parlais d'innovation tout à l'heure, c'était le défi de Veja, c'est innover technologiquement dans l'écologie, dans l'impact positif social, c'est-à-dire que on commence à développer d'autres matériaux à partir de 2008 et on se dit voilà, si on veut une basket en cuir clean, qu'est-ce que c'est? Donc on remonte la filière du cuir. En 2010-11, c'est un autre matériau qu'on voit, bon on l'a abandonné depuis. En 2014, on tombe sur un type un peu fou au Brésil qui crée une usine où il recycle les bouteilles en plastique et il les transforme en mèche, c'est-à-dire en tissu technique. Ça vaut 20 fois le prix que payent les grandes marques pour avoir ce tissu technique normal. Mais nous, on lui dit, oui, pas de problème, on essaye. On le met sur des baskets. Aujourd'hui, c'est sur, je dirais, entre 30 et 40% de la collection. On utilise ce tissu-là, qui est parfait pour les baskets solides, respirants, hermétiques, à mémoire de forme, mais pas complètement. Enfin, et Veja, c'est ça, c'est trouver à chaque fois des nouveaux matériaux écologiques ou réinventer des matériaux qui sont pas très écologiques comme le cuir pour en faire quelque chose de beaucoup plus clean. Et vous avez eu là-dedans des gros fails, des problèmes de qualité, des problèmes parce que comme toutes les marques. Hein. Ouais. Comme toutes les marques, en 2009, j'ai le souvenir de 5000 paires qui s'ouvrent, qui sont mal collées. Pour une raison que j'ai un peu oubliée. Mais je veux dire même sur des questions à cause peut-être de votre exigence non, qui est mauvais ou je sais pas, non, ça reste. Au contraire, je crois qu'on utilise une colle écologique et que sur cette prod-là, l'usine nous le dit pas, mais j'utilise une colle qui n'est pas écologique et c'est celle-là qui s'ouvre. Alors c'est vraiment, tu vois, tu te dis bon, c'est vraiment un peu bêta, mais non, on a plein de problèmes. En 2008, je crois, il y a 11 tonnes de coton bio qui brûlent à cause d'un orage, parce que c'est des endroits très secs au Brésil et que l'orage met le feu à un atelier juste à côté du stockage du coton et tout brûle, mais tout brûle fort en 2 heures. Et on n'a plus de coton, on n'a plus de réserve de coton pour l'année qui vient. Donc tu peux plus produire. Donc on prend notre sac à dos et on repart au Brésil trouver d'autres producteurs et en se disant en fait il faut qu'on ait plus on avait un tampon de 10 tonnes de coton toujours, c'était notre stock minimum. En fait le tampon il doit faire 20 tonnes, il doit être dans 2 endroits différents. Bref. Et là-dessus aujourd'hui c'est combien de paires là ta collection actuelle ou tu veux dire une collection qui nous entoure? Une collection la collection qu'on sort tous les 6 mois, c'est je dirais 80 paires. Et combien pour adultes et 40 pour enfants. Et on produit, j'ai pas bien les chiffres 2017. 2016, c'est 300 000 paires par an. 300 000 paires par an. 300 000 paires par an. Si je voulais faire. Et du coup, les fails, en fait, sont normaux. Je pense que on a une expression en portugais qui dit faz parte. Les fails, ça fait partie de n'importe quelle entreprise, de la vie de n'importe quelle organisation, etc. Et il faut pas se dire tiens, j'ai pas de chance, ça n'arrive qu'à moi. Et c'est un peu, les entrepreneurs, ils sont souvent un peu comme ça. C'est à râler, à dire oh là là, j'ai pas de chance. Bon, ne parlons pas des impôts parce que là, voilà, c'est un autre délire, mais toujours à se prendre le ciel sur la tête. Mais en fait, très tôt, on voit que les problèmes, ça fait partie du truc et il faut les affronter. Et en fait, un problème, c'est toujours une réflexion vers la solution et le problème doit te dire, on doit changer. Ça veut dire que, en fait, ça doit te donner le réflexe de dire qu'est-ce que j'ai mal fait. S'il y a un problème qui vient de l'extérieur, quand il y a le tonnerre qui tombe sur le stockage de coton bio, il faut avoir de stockage, quoi. Eh ben, c'est ta faute. Ouais. Et, tu dois te dire qu'est-ce que j'ai mal fait. En fait, avoir un stockage, c'était peut-être un peu osé.
avoir 2. Si on en avait eu 2, il y en a un qui brûle. Ok, c'est dommage, etc. Ok, on paye le coton au producteur quand même, etc. Mais on a quand même un autre stockage. T'avais une assurance? Non, mais les assurances en France, voilà. Enfin, je te laisse seul juge. Et les assurances au Brésil, enfin bon. Et donc aujourd'hui, tu sais combien de producteurs vous avez? Est-ce que c'est des gens que vous faites vivre à 100%? Est-ce que tu t'as là-dessus des choses intéressantes? On a une vision, c'est pas nous qui les faisons vivre, hein, c'est eux qui font un boulot d'exception et qui vendent un produit d'exception mais qui te le vendent qu'à toi, non, pour certains? Et nous qui sommes des acheteurs un peu spéciaux, particuliers, mais on n'a pas du tout cette relation de sauveur ou de. Oui. On a vraiment une relation terre à terre assez cynique de commerces différents. Mais on reste client, on a des exigences, on a un cahier des charges, même si c'est un peu pédant de l'appeler comme ça. Mais tu peux refuser une prod parce que le coton il est pourri, quoi. Non. On va trouver un moyen. Ok. On va le coton pourri, ça n'arrive pas parce que voilà. Et on n'essaye pas de t'arnaquer au Brésil en 2006, ben peut-être que je vais dire non et que demain ça arrivera, mais en fait quand tu es sur le terrain, quand tu passes ton temps sur le terrain, quand aujourd'hui Valdenira, qui est ingénieur agronome, une femme exceptionnelle, est la voix de Veja sur le terrain, dans les champs de coton bio, et qu'elle est là et qu'elle aide les producteurs, c'est une relation différente, quoi. Guilain est là-bas aussi tout le temps, hein. Et Guilain est là-bas souvent. Guilain a habité là-bas 2 ans. Il y a un truc de présence physique qui est important. D'accord. Et donc pour revenir sur cette question, tu sais combien vous êtes producteurs différents aujourd'hui, du coup pour le coton? Ouais. Ils sont 600. Vache. Ils sont 600. Les rendements, c'est-à-dire la productivité s'accroît. En Amazonie, j'ai pas envie de te dire de bêtises, ils sont une centaine, peut-être un peu plus, 150. Caoutchouc, donc. 150. Et toujours avec du caoutchouc. Alors oui, le caoutchouc, c'est que pour nous, parce qu'il y a que nous qui demandons. Mais on trace une voie où d'autres commencent à demander. Ils commencent à voir, il y a un client qui est une banque, je crois, qui fait, alors c'est vraiment ils font des élastiques pour tenir les billets. Mais ils les produisent avec ce caoutchouc-là. Et en fait, notre truc, c'est de créer une voie pour que d'autres se disent, tiens, en fait, c'est pas si compliqué que ça, on peut le faire aussi. Et c'est en train de prendre, là, au bout de 12 ans. Pas Veja, hein, mais le fait de travailler de cette façon-là commence à vraiment intéresser et des petites et des moyennes et des grandes marques, que ce soit dans le textile ou des grandes entreprises dans le textile ou ailleurs, pour travailler de cette façon-là. Et nous, c'est ce qu'on voulait. C'était un peu amorcer la pompe pour dire c'est possible de travailler comme ça. Et là-dessus, donc vous produisez aujourd'hui donc 300 000 paires à peu près. L'idée c'est d'essayer. Alors peut-être que vous doublez plus tous les ans en termes de volume, mais en termes de chiffre d'affaires ou de choses comme ça. Mais le business aujourd'hui, tu le sens croître toujours parce que vous grossissez en termes de pays. Je crois que vous lancez aussi en Amérique du Nord. Vous êtes lancé depuis 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans. Oui. Et dans tous ces pays, tu réussis à avoir aussi un dispatch qui est équitable Non. Non. Non, en Amérique du Nord, quand on livre, non. D'accord. On livre d'ici, on livrait d'ici, et maintenant on livre directement du Brésil, mais non. C'est pas, il y a pas de stockage en fait. Il y a pas de stockage Veja en Amérique du Nord. On livre directement de l'usine. Ok. Et donc la croissance, elle se fait encore aujourd'hui principalement sur des nouveaux territoires ou même en France. Ah non, en France aussi. Je vois que d'ailleurs notre nouveau président porte des Veja oui. pendant ses vacances. Il les a achetés cet été. D'accord. Donc un client un peu particulier, mais un client, voilà, il les a achetés cet été sur le site. En fait, on a un copain qui travaille à l'Élysée et qui lui a montré le projet. Voilà, ça lui a plu. Il cherchait des baskets pour les vacances. Enfin, comme toi et moi, on peut chercher des baskets et voilà. Et je crois savoir que alors j'ai des éléments de réponse parce que évidemment je vais pas te poser cette question sur qu'est-ce qui te fait courir. T'as eu cette réponse près de Benoît Bergeau dont on parlait, qu'on salue ce soir. Et mais je crois savoir que t'as eu des offres de rachat déjà, plusieurs peut-être.
Ça, c'est des choses, dont des choses, j'imagine, en plus sur des volumes comme ça et des sociétés comme ça qui doivent être assez importantes. Ah oui, on a eu des offres de rachat, des offres de rentrée au capital, etc. Mais on est assez old school là-dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'on dit pas non, jamais. Enfin, on dit pas jamais, mais pour l'instant, on dit non parce que c'est quand même très agréable d'être complètement maître à bord. Et je pense qu'il y a plein de projets qu'on fait qui seraient refusés si on avait des investisseurs. Ouais. Il y a plein de risques qu'on prend, d'envie qu'on a et de projets qu'on mène qui seraient pas viables s'il y avait des investisseurs et enfin qui seraient pas acceptés plutôt. Tu peux avoir des investisseurs peut-être d'une nouvelle génération, je sais pas, j'imagine que ça existe, équitable, le développement durable, ou si ça existe pas, faut le créer, faut que tu le fondes. Peut-être, ouais, pourquoi pas, mais je sais pas, je pense que on était banquier d'affaires avant, donc c'est un système qu'on connaît et on n'a pas envie d'être dans cette économie-là, ou pas forcément dans cette économie-là qui est de dire non, il pourrait y avoir un investisseur privé, un particulier qui investit dans Veja, ou une entreprise comme la nôtre d'une taille bien supérieure qui investit dans Veja, mais on sait qu'on perdrait de la liberté et c'est l'une des choses à laquelle on tient le plus, c'est une liberté totale et une responsabilité totale aussi. C'est-à-dire que si ça marche, c'est grâce à nous, et si ça marche pas, c'est à cause de nous. Ça, c'est quelque chose de... Et on aime bien créer ce... Alors c'est vrai que c'est pas du tout l'école d'aujourd'hui, où les levées de fonds ont pris quasiment autant d'importance que le business. Mais pareil, on se libère un temps. On a un temps libéré dans le non-reporting qu'on n'a pas à faire à des investisseurs, dans la non-chasse à la levée de fonds. Voilà, on s'occupe de... Une organisation qui vous est propre et vous impose pas. Alors, peut-être que les investisseurs apporteraient une organisation meilleure, etc. Mais ça, on saura peut-être jamais. Et si tu devais si tu devais revenir 10 ans en arrière, et peut-être après 20 ans ou 15 ans et te dire, te donner un bon conseil sur ce que tu dois faire, ou est-ce qu'aujourd'hui il y a des choses qui te reviendraient à l'esprit, ou tu te dis on a fait les choses à l'endroit On a fait plein de bêtises, on a fait plein de conneries, on en fait toujours encore tous les jours. Un conseil, ouais, je t'en parlais tout à l'heure en fait, d'être un peu moins dans la critique, un peu moins dans la colère, surtout au début de Veja. Et ça, je l'ai appris beaucoup à travers, par exemple, un mec comme JR, tu sais, le photographe, qui, je sais pas si on en a déjà parlé ensemble, mais sa façon de voir, c'est vraiment de s'occuper de lui et d'être plutôt, d'avoir un regard, j'aime pas du tout le mot bienveillant, mais d'avoir un regard optimiste sur les gens, optimiste sur le monde. Et il y a peut-être eu un moment de Veja où surtout moi, Guilain, beaucoup moins, Guilain, il est très pessimiste dans le business, ce qui est très bien, mais il est très optimiste dans la vie, et moi je pense qu'il y a un moment où j'étais un peu pessimiste et un fighter, peu critique, quoi. Ouais. Et fighter trop, c'est-à-dire trop critique envers les gens. Et aujourd'hui j'ai l'impression de m'accompagner moi-même dans ce changement et d'être beaucoup plus cool, relax, et je pense que c'est de la confiance en soi aussi. Je pense que c'était sans doute un manque de confiance en moi, tu vois. Et donc de s'occuper de ce qu'on fait soi, d'essayer de le faire au mieux, sans regarder trop Pierre, Paul, Jacques, en les critiquant. Ça a peut-être été tu vois, je pense que 2006, 2009, je suis un peu dans ce truc-là. Par colère et par dénonciation, etc. Aujourd'hui, je le suis plus du tout. Enfin, plus... Ouais, non, plus... ça m'importe plus, en fait. Dans le système que je connais assez peu, mais actuel, alors il y a un système que je connais bien, qui est celui des médias, qu'on peut critiquer de temps en temps. Mais dans le système actuel de la mode, on dit aussi souvent que si par exemple t'es pas annonceur quelque part, on va pas parler de toi. Aujourd'hui, vous arrivez à faire quand même pas mal parler de vous.
notamment par votre modèle économique, par un certain nombre de choses. Donc, est-ce que ça t'as ressenti, t'as eu l'impression par moment que vous étiez un peu mis de côté parce que tu payais pas de pub dans tel magazine ou c'est vraiment pas quelque chose que tu ressens? Tu vois, dans le conseil précédent là, ou dans c'est pas le conseil, c'est le conseil à moi-même. J'avais peut-être un peu ça à un moment. 2006-2009, j'étais un peu là-dedans à critiquer, pas forcément les médias, hein, n'importe qui. Aujourd'hui, on en fait peu de cas. Vous voulez parler de nous, tant mieux. Vous voulez pas parler de nous, tant pis. On s'en fout en fait. On s'en fout. Nous, en fait, ce qui compte, c'est de créer quelque chose d'innovant, de s'amuser. Et on pense que cet amour-là, en fait, je te parle de ça, c'est plus du vécu qu'une théorie. C'est quand tu mets beaucoup d'amour dans un produit, dans un projet, dans une entreprise, elle a quand même beaucoup de chances de marcher. Quand tu veux faire juste du business, pour l'argent, elle a des chances de marcher, mais je pense qu'elle en a moins. Et quand tu mets tout sur la table, en fait, c'est le conseil que je donne à des créateurs, des copains qui sont créateurs de mode, etc. Je leur dis souvent, votre marque, vous mettez pas assez de vous dedans. Il faut mettre de vous à fond. Il faut tout mettre, quoi. C'est le moment. C'est pas dans 2 ans ou 3 ans que tu mettras tout. C'est aujourd'hui. Mais tout ce que t'as en toi, tout ce que tu penses du monde, mets-le à l'intérieur. Avec de la bienveillance, avec que ça soit que ça soit de la poésie, que ça soit de ta vision du monde, que ça soit, mets-le dans ce que tu fais tous les jours et tu t'en porteras sûrement mieux. Parce qu'il y a une espèce de création. Tu te mets hors de toi. Tu crées quelque chose hors de toi. Il y a sûrement un peu de psychanalyse aussi, je pense, là-dedans. Ouais, non, mais je pense aussi que il y a aussi des choses qu'on acquiert après. Moi, ça doit faire une 12aine d'années que j'entreprends et je pense que j'intègre beaucoup plus d'éléments justement de culture d'entreprise, mais je dis ça dans le terme plus, autour de la bienveillance. Une culture, elle se crée toute seule quelque part, mais d'essayer de faire en sorte que les gens soient bien, que t'aies une bonne relation avec tes fournisseurs, avec tes clients. Moi, je vois bien, par exemple, dans mon business d'agence, je vois beaucoup d'agences qui bossent avec des sous-traitants qui veulent surtout pas qu'on sache que tel truc a été fait par un tel et c'est pas eux qui l'ont fait, etc. Ouais, et la question, c'est comment tu rentres chez toi le soir. Ouais, c'est ça. Quand c'est comme ça. Tu vois, si toi et moi on a la chance d'avoir créé des projets, si les gens sont pas à l'aise, si les gens sont pas heureux dans ces projets tous les jours, comment toi tu peux l'être? C'est quand même un peu difficile, quoi, je crois. Je sais, en fait, je peux pas parler pour les autres. En tout cas, moi, je sais que je serais pas heureux dans une organisation. T'es bien dans tes Véja, quoi. Bah ouais, non mais c'est important, enfin c'est le plus important même. Je me marre de ma propre blague. On passe 10 heures par jour ensemble, peut-être un peu moins, mais on passe 7-8 heures par jour ensemble. Putain, si c'est pas agréable, sympa, confiance, etc. Bon. Ouais. Mais quand je te disais on était mauvais manager, il y avait de ça. Sûrement au début on n'avait pas assez confiance dans les gens, on attendait trop d'eux, tandis que on s'est rendu compte que laisser de l'autonomie aux gens dans leur travail, ça les rendait heureux et ça les rendait, c'est même pas performant, c'est que tu les voyais se transformer. Ouais. Et quel plus grand bonheur que de voir quelqu'un qui bosse à tes côtés tous les jours, qui se transforme et qui grandit et qui devient de plus en plus curieux. Pour moi, c'est l'un des plus grands bonheurs de la vie professionnelle, quoi. Ouais. Et parlons digital rapidement. Aujourd'hui, vous vendez vos baskets donc par des boutiques qui sont pas les vôtres. Vous vendez vos baskets, on pourra y venir peut-être rapidement, par une boutique au moins qui est la vôtre, qui vend d'autres baskets et d'autres produits qui s'appellent Centre Commercial. Et vous vendez aussi aujourd'hui beaucoup en ligne. C'est un business qui représente une bonne partie de votre chiffre d'affaires. C'est quelque chose qui a grossi énormément. Ça fonctionne bien. C'est ce flux de distribution internet. On l'a pas bien traité au début, mais à dessein. C'est-à-dire qu'on voulait protéger nos clients, les magasins qui vendaient les Véja. On voulait pas leur faire d'ombre. Et on s'est vite rendu compte on a commencé réellement le e-commerce
2009. Alors qu'on aurait dû le commencer bien, avant, mais je pense que c'était pas mal dans cette histoire de créer des liens très forts qu'on a toujours avec nos retailers, de les avoir protégés. Ils ont vu qu'on les a protégés, ils ont vu notre attention, et aujourd'hui la marque a pris une ampleur telle qu'il n'y a pas du tout de problème à avoir un site de vente en ligne très fort et des retailers très forts. Et ça s'accommode très bien, et on fait attention aussi de leur réserver des surprises, de leur réserver des exclusivités, c'est une attention particulière. On est à l'aise dans les deux mondes, et le commerce direct, c'est-à-dire nos propres retail, et le commerce indirect qu'on appelle le wholesale ou grossiste en français, ce qui est très joli, mais de vendre à des boutiques, on est très à l'aise dans les deux. Et c'est vrai que c'est les deux pendants de distribution de Veja, et on les défend corps et âme tous les deux. Et dans votre chaîne de valeur, il y a... D'ailleurs, juste pour, je te coupe, pardon. Et d'ailleurs, on s'est réorganisé nous avec Guilain. Guilain aujourd'hui s'occupe du flux wholesale, et moi je m'occupe du flux direct. Et c'est assez cool d'avoir on n'a pas du tout de compétition entre nous, hein, mais d'avoir cet échange et cette attention où il y a un fondateur qui est à chaque fois dans un flux complètement différent. Et du coup, vous avez aujourd'hui dans ta chaîne de valeur, est-ce que tu peux te dire tel grossiste ou tel magasin ou chaîne de magasins, je veux pas lui vendre parce que elle correspond pas. Ça arrive tous les jours, tout le temps. Tu vends pas sur Amazon? On a vendu. Ouais. On n'a pas forcément apprécié. On a arrêté. Ils reviennent à la charge très fort. Écoute, c'est pas pour moi. Je dis pas que c'est un mauvais. Non, pour moi c'est pas un problème éthique. C'est pas un problème éthique. C'est Amazon, c'est plus un problème de façon de faire, où c'est vraiment l'inhumanité totale. C'est-à-dire que tu n'as pas grand monde en face de toi, et que il y a le moindre problème, c'est très très compliqué de traiter avec eux. Et un risque potentiel, même si je suis client, mais de se dire que le rouleau compresseur Amazon à l'avenir écrasera tout sur son passage aussi sur un certain nombre de... Non, ça j'y crois pas. Non, j'y crois pas du tout. Pas du tout. Et donc du coup, pour revenir un tout petit peu sur ton organisation et sur essayer de comprendre un peu, je sais pas, tes petites recettes au quotidien, les petites choses où t'as pu analyser, progresser, etc. Que ce soit perso, pro, est-ce que dans ton organisation quotidienne, dans je sais pas, moi on parle de morning routine chez les Américains, on parle de beaucoup de gens qui vont, je sais pas, moi j'ai pu parler à Céline Lazorte, la fondatrice de Litchi, qui me racontait qu'elle méditait dans le métro, d'autres qui vont faire du sport, d'autres qui s'organisent pour telle ou telle chose, qui écoutent tel podcast ou qui lisent tel. T'as toi aujourd'hui des petites choses qui te font vivre, qui te font progresser, plus qui pas quand je dis perso, c'est plus qui te font progresser humainement, business-wise, des habitudes? Pas trop, si ce n'est oui, de me déplacer à vélo, ça fait du bien. Sinon non, j'ai pas de. Je suis tellement désorganisé comme garçon que j'ai pas trop de routine en fait quotidienne. C'est peut-être ça en fait le trick, c'est d'essayer de casser la routine. À la limite, c'est vrai que mes équipes me courent un peu après de temps en temps parce qu'ils savent pas trop où je suis, où je vais, où je serai. J'ai pas d'agenda partagé par exemple. Ouais. J'ai qu'un agenda papier. J'ai pas d'agenda digital. Personne ne prend mes billets de train, mes billets d'avion. Dans notre organisation ici, on essaie de pas avoir de secrétaire ou d'assistant. C'est-à-dire que l'autonomie, ça commence par là. Pour nous, chacun s'occupe de vider sa corbeille à papier le soir. J'exagère un peu, mais c'est une image parce que on a des gens qui font le ménage en réinsertion d'ailleurs ici, et c'est pas forcément la meilleure réinsertion d'ailleurs, on s'en est rendu compte. Mais quand même on prodigue l'autonomie dans le travail, mais dans tout ce qui touche au travail de façon indirecte. Et puis après, tu nous en as aussi livré un qui était potentiellement de partir 2 semaines avec Guilain ou de faire un certain nombre de choses pour justement pour prendre à faire un pas en arrière, et ça, je pense que c'est aussi
une petite recette qu'il faut être capable de prendre en considération. C'est pas possible dans tous les business. Oui, là, aujourd'hui, on a une bonne équipe. On est 60, 70 chez Veja. Et là, par exemple, j'ai pris 1 mois de vacances. Et c'est la 2e année que je fais ça. Et c'est un énorme luxe. Bon, luxe, mais les 11 mois qui restent sont assez intenses du coup. Mais je pense qu'on a besoin de couper avec Ghislain. Et c'est vrai que le Brésil, même si ça reste du boulot, est une vraie coupure. En fait, notre force, je pense, ça réside dans le fait de changer d'environnement, mais totalement. C'est-à-dire quand t'es un jour en rendez-vous avec Mathieu, avec un micro vert et un micro rose, et le lendemain, j'exagère, ou le surlendemain, au Brésil, dans la forêt amazonienne, ça permet de ne pas te faire tuer par la routine, je pense, et de changer d'environnement. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on a monté Veja. C'est-à-dire ces environnements tellement différents, tellement forts à chaque fois que ça crée une vie assez intense, même si elle n'est pas forcément rapide, tu vois. Et je pense aussi que aujourd'hui, en restant toujours dans le quotidien, moi je le vois aussi trop focus, tu réussis tu finis par. Moi, je me suis imposé pas mal de choses sur le sport, sur les levées le matin, sur pas mal de choses, et très vite aussi, tu finis par t'imposer trop de choses aussi. Et dans toute cette organisation, il faut savoir trouver un peu le lâcher prise et à un certain moment. Et quand tu es en vacances 1 mois, tu bosses pas. Parce que c'est toujours pareil, ça me fait un peu marrer, et doucement marrer, parce qu'on est tous à dire qu'on bosse pas. Je reviens sur Céline Lazorte qui me disait, moi j'ai un truc, c'est que le samedi je bosse pas, machin. Je lui dis mais tu regardes pas tes mails, tu réponds à rien. Elle me dit ah bah si, sur mon téléphone, et voilà, je réponds quand même à des choses. Je suis un peu, donc en fait pas bosser si ça consiste à pas être sur un ordinateur. Toi t'arrives à faire un cut-off total ou... Bah, j'avais du mal et j'y arrive de plus en plus, mais par exemple j'ai pas mes mails sur mon téléphone. Du tout. Bah voilà une petite recette, d'accord. J'ai pas mes mails sur mon téléphone. Donc quand tu quittes le travail le soir, avant le lendemain matin, t'as peu de pollution. Je peux très bien. Pendant des années, j'ai bossé. Je dînais en famille et à 21h30, je me remettais au boulot jusqu'à 1h du mat. Donc en fait. Mais t'as quand même pas cette pollution. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est intéressant. C'est quelque chose. Moi, je crois vraiment que le mail est une vraie pollution aujourd'hui dans le travail, très très compliqué à gérer. Je suis vraiment très loin d'avoir réglé ce problème. Oh, non plus. Hein. Je l'ai pas réglé du tout. Hein. Mais le fait de dire quand je pars du bureau, que j'ai pas mon ordinateur, que je suis. Non, je me dis pas ça. Oui, mais moi, alors à la limite, moi, je me le dis. Ouais. Je me dis, il y a quand même ce truc où toi, quand tu pars, que t'es en famille, si t'as ton téléphone à côté, bah, tu peux pas regarder tes mails comme ça. Faut ouvrir l'ordinateur, faut faire une démarche. C'est pas aussi accessible, c'est pas aussi simple. Du coup, quand tu vas dîner avec des potes, tu dînes avec des potes, quoi. Tu vois ce que je veux dire, t'as pas alors moi j'ai plus de notifs depuis bien longtemps sur mes mails, mais t'as pas cette espèce de pollution qui vient dans ta vie intrusive, venir chercher des choses, et je pense que c'est quelque chose de potentiellement intéressant. Je sais pas. Oui, après des dîners brisés avec des potes, j'en ai eu aussi. Hein. Oui. Enfin des dîners où il y a un problème, texto, un appel au Brésil, oui. Un appel. Mais en fait, il faut le prendre de façon relax. C'est un prof de philo qu'on a eu avec Ghislain et qui nous a beaucoup marqué en terminale. Qui disait les enfants, si vous faites un schisme entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, vous serez malheureux. C'est la même vie, c'est une vie. Exactement. Donc, je pense qu'on a très bien réussi à ne pas faire de schisme. Mais après, c'est vrai que ne pas faire de schisme, ça peut vouloir dire aussi se faire complètement avaler. Mais on a, et Ghislain et moi, un caractère c'est très difficile de nous avaler. On arrive très bien à faire la part des choses, et je pense que ça c'est une discipline personnelle, que de prendre du recul un peu à chaque fois, même à chaque message, même à chaque mail, de ne pas être surtout dans l'instantanéité tout le temps. Sinon, et c'est dur. Hein, nous, on est la génération qui s'est pris des réseaux sociaux en pleine figure, quoi. Ouais. On est la première génération, Facebook 2005, on a 25 ans, on est les premiers utilisateurs, quoi. Ouais. Et on a été un peu bouffés par les réseaux sociaux tous, hein. Nos enfants nous regardent, tu vois, on a des enfants qui ont sensiblement le même âge, je pense,
Et ils nous regardent, ils doivent se dire, c'est quand même bizarre, un enfant qui a 3 ans qui regarde un adulte aujourd'hui, c'est quand même bizarre, un adulte qui est rivé sur son téléphone, je dirais la moitié ou un tiers du temps commun partagé. Et ça... D'ailleurs, on voit bien que quand un enfant grandit, à 1 an, 2 ans, l'objet qui l'impressionne le plus et qu'il a envie de toucher et de prendre, c'est vraiment le téléphone, parce qu'il se dit, c'est quoi cette boîte noire sur laquelle ils sont tout le temps, en fait, quoi. Ouais, et c'est vrai qu'avec avec la femme que j'aime, on n'a pas de télé chez nous, on n'a pas de tablette, on a des écrans, on a nos téléphones, mais c'est tout. Et pour les enfants, je pense que c'est important. Je pense que je vois les enfants des autres et parfois je suis assez impressionné qu'à 4 ans, ils sachent se servir d'un téléphone ou ils sachent se servir d'une tablette de façon dingue et qui passent leur vie sur la tablette. Ça m'angoisse un peu. Ouais. Alors ça sera l'avenir, ça sera pas l'avenir, j'en sais rien, mais en tout cas pour mes enfants, ça m'angoisse un peu. Et on pourrait refaire un podcast entier sur centre commercial, j'imagine, donc peut-être qu'on le fera, hein, mais avant de te poser la question de l'avenir de Veja et l'avenir de Sébastien Kopp, en 2 mots, Veja, vous avez créé tous les deux une autre société? Non, c'est la même. La même, donc vous avez créé Centre Commercial, qui est un lieu qui est à Paris, pas loin d'ici. Ouais, c'est déjà vieux. Dans une époque rapide, c'est déjà vieux. On l'a lancé en décembre 2010, donc ça va bientôt faire 7 ans. C'est un lieu qui rassemble, c'est un magasin de mode qui rassemble plein de marques qui travaillent différemment, qui ont un souci particulier sur le sourcing de production. Donc ça rassemble les marques qu'on estime être les plus cool esthétiquement, c'est-à-dire qu'il y a un pan esthétique très fort et un pan sourcing, transparence très fort aussi. En fait, il faut cumuler les deux pour pouvoir rentrer chez Centre Commercial en tant que marque. Et ça a été donc le premier lieu qu'on a ouvert, ça a été le premier magasin qu'on a ouvert. C'est un nom un peu particulier parce que oui, très paradoxal. Je l'ai trouvé en lisant Paradis Infernaux de Mike Davis, qui est un sociologue américain incroyable qui travaille sur les villes. Et l'introduction de ce bouquin-là, c'était sur le centre commercial qui représentait le futur, c'est-à-dire un lieu où on est filmé en permanence. Il appelait ça un lieu panoptique, c'est-à-dire que il y a des caméras partout, dans les magasins, dans les couloirs, dans les toilettes. Tu peux être filmé de A à Z en mettant un pied dans le centre commercial. Il disait que ces centres commerciaux reflétaient la ville de demain, plutôt pour le pire. Et ça nous a amusé de se servir d'un lieu d'un nom de lieu qu'on juge un peu obsolète déjà, pour créer le magasin qu'on voulait voir apparaître, c'est-à-dire un magasin qui a une attention particulière sur les marques qu'il référence en termes de sourcing. Donc en fait, ça a créé un peu une famille, c'est-à-dire que c'est beaucoup de créateurs de notre âge, de notre génération, et plus jeunes, qui se lancent dans le Made in France, dans le Made in England, dans le bio, etc., sans que ça soit trop dit, comme dans Veja, sans que ce soit trop dit, trop sur les murs, trop communiqué. Il y a plein de clients qui y vont sans même savoir ce que c'est. Et ce qui est comme Veja d'ailleurs, on appelle ça le cheval de Troie, c'est-à-dire qu'il y a plein de clients qui ont des Veja sans connaître le projet derrière, et on trouve que c'est la meilleure des victoires. Ouais. Parce que ça veut dire que esthétiquement, on est au niveau des autres. Tu réponds aux critères de la consommation ouais. tout en étant derrière. Ouais. Et ça, c'est une vraie victoire, je crois. Et qu'on retrouve d'ailleurs Centre Commercial en ligne, hein, sur centrecommercial.cc. Très bien. Et du coup, l'avenir de Veja, c'est quoi? Pourquoi vous faites pas des chemises ou des t-shirts Parce qu'on adore les baskets, ouais. Et que c'est toujours un produit aussi particulier pour nous, et qu'on a encore énormément de chemin à faire, que pour nous on en est encore au début de Veja. On le voit dans la croissance de l'organisation, la croissance de l'entreprise. On a lancé Veja aux États-Unis il y a 2 ans. C'est incroyable ce qui arrive là-bas. Ça représente combien de votre chiffre d'affaires? C'est, je crois, 20%. Je mélange un peu 2016-2017, 20-25% de notre chiffre d'affaires énorme, maintenant.
et on a encore vraiment énormément de chemin à faire, de projets à réaliser. On n'en est qu'au début pour nous. Donc l'avenir de Veja, c'est continuer à être heureux tous les jours dans ce qu'on fait, dans les innovations, continuer à essayer de se révolutionner soi-même. C'est un peu ça, c'est une bonne discipline aussi, ouais. d'essayer de pas rester sur nos acquis. Et je pense que Guilain et moi, avec des caractères très différents, on a ce point commun qui est de s'ennuyer très vite et du coup de vouloir, par exemple, centre commercial. S'il y avait eu des investisseurs dans Veja, jamais ils auraient voulu qu'on ouvre ce lieu. Et aujourd'hui, c'est une réussite économique très forte, sans balancer de chiffres, etc. C'est une équipe de 15 personnes aujourd'hui. On ouvre centre commercial numéro 2, rive gauche, dans 2 mois, avec une équipe vraiment incroyable. Enfin, c'est toutes les personnes qui travaillent là-bas. On a une équipe très soudée, très forte. Et voilà, c'est dans un contexte retail physique qui est très dur, où la crise, Internet, etc. On est arrivé à créer quelque chose de fort et de surprenant et de cool, où on fait plein de lancements de bouquins. Tu vois, on avait lancé il y a 5-6 ans, on avait lancé l'ouvrage de Julian Assange. En fait, centre commercial, ça nous a permis de sortir de Veja et de s'exprimer sur des projets, des œuvres, travailler avec des artistes où on n'aurait pas forcément pu le faire sur une basket. Et ça nous a ouvert des portes, ça a créé des ponts et ça a, je pense, renforcé Veja sur le temps long. Là par exemple on lance le 21 septembre, on lance avec Orelsan, qui est un artiste, un chanteur, un rappeur français. On lance sa marque de vêtements qui est assez cool, qui s'appelle Avenir, et lui était venu nous voir parce qu'il voulait produire de façon clean dès le départ, etc. Et ça crée des ponts, ça crée des rencontres. On adore ce projet-là aussi. Et c'est vrai que c'est 2 projets qui sont menés en parallèle, mais qui se complètent et qui se nourrissent l'un l'autre. Beaucoup. Il y a eu beaucoup de collaborations avec Veja qui naissent de centre commercial, c'est-à-dire que la marque est référencée chez centre commercial. Une marque comme Bleu de Paname, c'est un peu les ayatollahs du Made in France. Tu parlais d'ayatollahs. On a créé une Veja Bleu de Paname avec leur tissu fabriqué en France, qu'on a envoyé au Brésil, et on a créé une basket avec eux. Ça crée des ponts, ça crée un tremplin. C'est aussi un tremplin centre commercial pour plein de marques aujourd'hui, parce qu'on a cette capacité à faire des lancements, à rameuter plein de monde complètement différents. On a plusieurs sphères. On a la sphère très écolo, très engagée, Greenpeace, etc. On a la sphère mode, et on a la sphère un peu plus artiste, écrivain, plasticien, photographe. Et on aime bien mélanger ces mondes-là. On aime bien qu'ils se rencontrent et créent des projets même hors de nous. D'accord. C'est centre commercial, c'est ça pour nous. Et là-dessus, pour finir, alors je sais que tu veux pas être, tu l'as dit, dans la critique trop, ou dans le donneur de leçons, mais à l'inverse, alors c'est aussi le cas de ce podcast. Tu parlais de temps long, mais c'est un peu l'idée. Moi, j'apprécie beaucoup cet échange où on va au fond des choses, et bon, il pourrait durer le double de temps. On va bientôt s'arrêter, mais vous avez jamais eu envie d'écrire un livre sur tout ça, justement, sur comment vous faites, pas pour critiquer, mais pour donner l'exemple, pour expliquer à d'autres, parce que je pense que en écoutant tout ça, si tu faisais ça quelque part, tu pourrais donner des raccourcis à pas mal de gens pour leur apprendre des choses et partager des choses que vous avez appris. Moi j'avais cette envie-là. Guilain l'avait moins. Il disait que ce serait un peu comme si c'était un peu une fin. Et je pense comme souvent, il a raison, dans le sens où le meilleur livre que tu puisses écrire, c'est la réalité, c'est la vie, et finalement écrire, ça serait peut-être un peu se regarder. C'est marrant parce que Veja, ça veut dire regarde en portugais, et je pense qu'il a raison qu'on est on est au début du chemin encore. On a pas encore 40 ans, et on a encore plein d'envies, plein de projets à mener. Et écrire un livre, c'est peut-être un peu, tu vois, s'arrêter
et regarder en arrière. Il voyait ça comme ça et je le comprenais pas trop au début. Et en fait, je le comprends beaucoup mieux. J'avais envie il y a 4-5 ans. Et je crois qu'il a raison. Je crois que écrire un livre, il y a un truc de se regarder un peu et de s'auto-écrire. Je sais pas. J'étais prêt, je le suis plus et on a plein de projets à mener et je pense qu'on est vachement trop dans la vie et dans le mouvement pour écrire encore. Et lui, il voit ça un peu comme des mémoires. Quoi. Et c'est vrai qu'il y a un truc un peu flippant. Ça pourrait être vu autrement, mais non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est une des choses dont on aurait dû plus parler aussi. Mais cette relation avec Guylain, elle est super forte depuis le début, depuis toujours. Vous vous engueulez beaucoup? Non, parce qu'il est très sympa. Et que grâce à lui alors. Ouais, c'est grâce à lui. Ouais. Non, parce qu'il a un caractère très diplomate et que lui, tu vois, pour t'expliquer ça géographiquement, lui il vient du Nord, lui vient de Calais et moi je viens de Marseille. Donc voilà, c'est la glace et le feu. Et on a quand même ça dans notre tempérament et on s'engueule. Mais la minute d'après, on est déjà reparti. On se connaît tellement bien que une engueulade se termine. C'est d'ailleurs assez fou l'orage que ça peut créer, l'intensité de la tension pour nos équipes quand on n'est pas d'accord, et la surprise que de se remettre ensemble tout de suite dès la minute qui suit. Ça, c'est un peu une de notre particularité de couple, si tu veux. On a un couple un peu bizarre, tu sais, comme chaque couple, comme un couple amoureux peut l'être. Nous, on a un couple d'amis, et même on est plus qu'amis, on est comme frères. Et c'est intenable pour beaucoup de monde de nous avoir dans la même pièce parce qu'on se comprend. Il y a plein de choses. C'est-à-dire que si t'es avec nous deux, on a tellement eu le même parcours, on a tellement traversé les mêmes étapes que je saurais ce que Guylain pense de toi, et il saura ce que je pense de toi, même si on pense pas la même chose. Enfin, c'est assez fou. La fusion qu'on peut avoir est pas forcément agréable pour la troisième personne qui est avec nous. Donc, mais voilà. Écoute, je te remercie. Moi, je suis impressionné par tout ça. Je trouve que notamment cette association, c'est la base. Après, il y a tout le reste qui est allé autour, mais c'est la base et pour moi la quintessence de l'entreprise. Et j'aime beaucoup ce mot qui est finalement une entreprise, mais que vous avez tourné sur quelque chose de beau, de poétique et de bon en fait. Entre vous deux d'abord et après avec vos fournisseurs, avec vos équipes, avec vos clients, avec tout l'écosystème qui va autour. Donc je te remercie parce que c'est très inspirant, c'est exactement ce que je veux faire dans ce podcast. J'espère que tout le monde l'appréciera et puis éventuellement on sera une suite un jour quand tu auras 12 projets de plus ou voilà, mais bravo, merci beaucoup Sébastien. Merci à toi Mathieu. Et puis à bientôt alors. Salut. Waouh, mais quelle claque. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'il m'a plu. Moi j'ai pris une bonne leçon de business et d'humanité. Je pense que Sébastien et son cofondateur Guylain ont fait quelque chose d'extraordinaire, mais aussi ils prouvent qu'ils ont évolué dans la durée beaucoup. Ils partaient avec beaucoup de bonne volonté, mais ils ont aussi beaucoup changé et ils changent aussi la manière de voir le business, la vision du monde, les ambitions qu'on peut avoir, se dire qu'on peut faire des affaires tout en faisant du bien au monde, en faisant du bien aux gens qui nous entourent. C'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Donc voilà, donc moi j'ai trouvé ça fantastique. J'espère que c'est le cas pour vous. Si c'est le cas, partagez cet épisode et le précédent. Abonnez-vous à Génération Do It Yourself également. Et puis répandez la bonne parole autour de vous. Cet épisode est terminé. Génération Do It Yourself, épisode 11. C'est fini. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements.
Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.